a troqué sa veste de président du Sénégal pour aborder un gandoura dans une posture de président en exercice de l'Union africaine. C'est dans ces conditions que le président Macky Sall est arrivé le 15 août au Mali via l'aéroport international Modibo Keïta. Le président Macky Sall a pu bien sûr s'entretenir avec son homologue malien, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont échangé sur les sujets brûlants de l'actualité malienne. Un rapport notamment avec les 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet dernier du côté de l'aéroport Modibo Keïta et tout récemment inculpé Kouébi sous mandat de dépôt. Il y a également eu d'autres sujets brûlants concernant bien sûr l'actualité dans la sous-région ouest africaine. Ce sont bien sûr ces sujets que nous allons aborder tout au long de cette émission de For You Matin. Nous reviendrons également sur le départ définitif de la force française Barkhane du Mali. L'annonce a été faite donc par l'état-major français dans un communiqué rendu public le même 15 août. Voilà donc une nouvelle qui devrait ravir plus d'un, notamment du côté du Mali, et qui devra encore une fois de plus mettre au devant de la scène les forces armées maliennes qui, depuis quelque temps, rappelons-le, s'illustrent efficacement sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme de ce côté. Voilà donc les deux thématiques inscrites à l'ordre du jour ce matin. Nous y reviendrons longuement. Les rubriques habituelles, elles restent avec bien sûr en fin d'émission les informations culturelles. Mais tout d'abord, les panélistes. Il est le premier à m'avoir rejoint sur ce plateau. Il est directeur de publication, c'est d'ailleurs le directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Bonjour, Monsieur Kodo. Bonjour mon cher, bonjour à vos téléspectateurs dans le monde et au-delà. Merci une fois de plus de me donner l'opportunité d'intervenir dans le cadre de ce programme matinal. Oui, vous ne serez pas seul, car tout à l'heure, bien sûr, nous serons rejoints également par Okosisi Baba Nicolo, qui sera des nôtres en direct, bien sûr, de Paris, le temps de réparer quelques petits soucis de son côté pour que, voilà, avec la magie et le concours de la réalisation, on puisse donc obtenir son signal dans le cadre de cette émission matinale. Donc, le panel, vous l'avez, les thématiques, vous les avez également. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonjour, installez-vous confortablement, car l'information, elle, vous ne l'avez pas encore. Il n'y a donc pas eu d'avancée significative sur le dossier en question. Malgré la médiation assurée jusqu'ici par le président togolais Faure Gnassingbé, Bamako et Abidjan n'ont véritablement pas réussi à trouver un terrain d'entente. Résultat des courses, le dossier qui était encore entre les mains de l'exécutif a été transmis au judiciaire. La mesure d'inculpation et de mise sous mandat de dépôt n'est donc qu'une évidence dans une affaire où l'on a l'impression que c'est la partie ivoirienne qui a plus à perdre que le Mali. Si pour certains, les déplacements du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, n'ont pas porté leurs fruits, d'autres par contre pointent du doigt le laxisme des autorités ivoiriennes qui, au lieu de se soumettre aux exigences du Mali, ont préféré y apposer une fin de non-recevoir. Le Mali, fidèle à lui-même, reste campé sur ses positions et tient plus que jamais à la souveraineté de son territoire par des exigences qui, à y voir de près, sont largement à la portée de la Côte d'Ivoire. En effet, que demande réellement Bamako? Que de simples excuses publiques où la Côte d'Ivoire reconnaît que ses militaires sont arrivés dans l'illégalité totale à l'aéroport Modibo Keïta. En outre, la partie ivoirienne refuse de céder au transfert de certains ressortissants maliens recherchés pour leur implication dans certaines affaires sensibles relatives à la souveraineté du Mali. Autant d'éléments qui confortent Bamako dans sa posture d'un État souverain qui tient plus que jamais à faire passer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, tenteront d'une façon ou d'une autre à déstabiliser le pouvoir en place. Depuis plus d'un mois, c'est un nuage sombre qui pèse dans la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Plus précisément, après la détention des 49 militaires ivoiriens le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta à Bamako par les autorités maliennes. Le week-end dernier, ces soldats ont été écroués et inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont actuellement inculpés et mis sous mandat de dépôt. Une décision préventive et non définitive, selon le politologue panafricaniste Dame Abdou. Bien évidemment, la décision que vient de prendre la justice malienne s'inscrit purement dans une procédure en la matière. Je tiens à réitérer que cette mesure n'est autre qu'une décision préventive. Ça veut dire qu'en réalité, les 49 soldats sont mis sur mandat de dépôt. Cela veut dire techniquement qui n'ont pas encore connu de jugement définitif. Les autorités ivoiriennes affirment que ces soldats étaient en mission pour l'ONU
dans le cadre d'opérations des soutiens logistiques à la mission des Nations Unies du Mali. Une inculpation dont la diplomatie peut faire appel et réclamer l'arrêt de poursuites judiciaires. La passerelle, quand on a encore la possibilité à la diplomatie de jouer son rôle, c'est que le président de la République, au regard des prérogatives qui lui est conférées par la Constitution, peut prendre un décret, demander l'arrêt de poursuites judiciaires contre ces derniers, puisqu'en réalité, ces derniers n'ont pas encore été condamnés. Pour que cela puisse aboutir, il faudrait un travail en amont. Donc c'est là où le volet diplomatique doit avoir davantage accentué. Et c'est là où on interpelle Faure Gnassingbé, qui est quand même le responsable de cette médiation, de jouer parfaitement son rôle pour que cette affaire ne puisse plus prendre d'autres tournures. Notons que les deux gouvernements envisagent se rencontrer une seconde fois pour une issue favorable de la situation. Engagés quelque temps après l'arrestation des 49 militaires ivoiriens en terre malienne, les premiers pourparlers entre le Mali et la Côte d'Ivoire dont la médiation a été menée par le Togo via son président Faure Gnassingbé à la demande des deux pays n'ont pas connu de succès. En effet, Maliens et Ivoiriens n'avaient pas pu trouver un terrain d'entente. Entre accusations continuelles du Mali et récusations de la Côte d'Ivoire, le ton était monté, renvoyant les deux États à se cramponner sur leur position. Une situation qui s'est vue enlisée avec l'inculpation et l'écrou des militaires par la justice malienne au motif de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour tenter donc de trouver une issue favorable à la situation de ces soldats ivoiriens, dont l'avenir commence à devenir déjà sombre, les gouvernements maliens et ivoiriens projettent un deuxième tour des pourparlers et seront réunis pour l'occasion sur une même table à Lomé au Togo. Et afin de garantir un plein succès à ce rendez-vous, selon nos confrères de Jeune Afrique, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara mise sur la présence d'autres acteurs pour prêter main forte au président Faure Gnassingbé. Parmi ceux au premier plan figure Macky Sall, le président sénégalais. L'actuel patron en exercice de l'Union africaine profitera de sa posture continentale pour faire la médiation entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Ou encore, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, actuel dirigeant de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, qui, de par sa posture, son dynamisme, contribuera pour établir la relation d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vivement que cette rencontre soit fructueuse pour le bonheur des populations et des familles attristées et meurtries. Suspendu depuis un mois par les autorités maliennes, la MINUSMA est de retour et prend les fonctions ce lundi 15 août 2022. Un retour annoncé au travers d'un communiqué par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Une reprise de fonctions qui s'est faite sur de nouvelles conditions. Désormais, pour exercer leur mission, la MINUSMA devra passer par l'ONU et cela devra se faire par une approbation du gouvernement malien. Une décision qui intervient quelques jours après la suspension par l'Allemagne de la majeure partie de ses missions jusqu'à nouvel ordre, ses opérations au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Selon Berlin, les autorités maliennes ont refusé une nouvelle fois les avions allemands de survoler leur territoire. Depuis 2013, cette unité d'élite compte plus de 12 000 soldats dans le pays. Ces dernières semaines, les relations entre Bamako et l'ONU se sont dégradées. Pour rappel, le porte-parole de la MINUSMA avait été expulsé du Mali après une publication jugée inacceptable par Bamako sur l'arrestation de 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires au Mali. Ce jour, 15 août 2022, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle des airs de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin. C'est en ces termes que la coopération militaire entre Bamako et Paris s'achève. Engagée en 2013 aux côtés du Mali pour faire face à la menace djihadiste, la force française Barkhane, la plus grande opération militaire française à l'extérieur, n'aura finalement fait que 9 ans sur le sol malien, puisque son départ avait été annoncé le 17 février 2022 par le président français Emmanuel Macron après l'enlisement de la coopération entre Bamako et Paris. Bamako n'ayant pas apprécié les propos des ministres des Affaires étrangères et de la Défense française à l'endroit du Mali, notamment sur la présence du groupe militaire Wagner, qualifiant avec négation la politique extérieure française. Il y a quelques mois déjà, certains soldats de l'opération Barkhane avaient amorcé le départ, mais une partie restait encore à la base militaire de Gao dans le nord malien. Toutefois, depuis lors, le peuple malien n'a cessé de scander le départ de la France du Mali. Une question qui a finalement trouvé sa réponse à travers un communiqué de l'état-major des armées françaises, rendu public le 15 août 2022. Comme raison, le communiqué précise que ceci est conforme à la décision du président français du 7 février 2022. Le communiqué précise à la fin que la profonde transformation de l'opération Barkhane
ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien, laquelle se déploie toujours sur le Sahel. Avec un effectif de 5000 hommes engagés en 2020, Barkhane a essuyé la mort de 53 soldats. Son retrait définitif de la base militaire de Gao dans le nord du pays va réjouir à coup sûr les Maliens. Merci donc à l'ensemble de l'équipe de la rédaction centrale de For You Media pour tous ces éléments qui nous ont d'ailleurs été proposés avec également le concours de la réalisation. Messieurs, intéressons-nous à la première thématique donc de ce matin. Nous sommes bel et bien en train de parler de la visite du président Macky Sall du côté du Mali. Il est donc arrivé hier via l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Le président Macky Sall a rencontré par la suite son homologue malien, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État sont entretenus sur les actualités brûlantes. On parle notamment, bien sûr, de l'affaire liée à la transition, du moins au processus de transition actuellement en cours du côté du Mali. Mais également, il y a eu décidément un agenda caché, puisque selon les dires du président Macky Sall, l'affaire des 49 militaires interpellés et même inculpés, écroués, mis sous mandat de dépôt a également été évoquée. L'une des thématiques également qui a refait surface durant, bien sûr, les échanges entre les président Macky Sall et Assimi Goïta. Ce qui nous pose donc ce matin avec vous tout d'abord, DP, avant de retrouver tout à l'heure Baba Nicolo, de nous intéresser sur cette actualité. On avait longtemps taxé bien sûr la CEDEAO d'être une institution beaucoup plus silencieuse sur les affaires qui touchaient notamment la sous-région ouest africaine et qu'elle s'illustrait beaucoup plus par des sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de se réjouir de cette rencontre enfin entre le président Macky Sall et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta? Oui, on pourra s'en réjouir, mais c'est encore une victoire pour les dirigeants maliens qui ont obligé, grâce à leur fermeté, à leur conviction, à tous ceux-là qui ont d'abord œuvré à compte courant contre les intérêts du peuple du Mali, du peuple malien et du Mali, à réviser leur position. On se souvient quand même qu'il y a eu des gens comme Macky Sall et autres qui, dans la fermeté contre les nouveaux dirigeants maliens, était plus qu'une évidence. Aujourd'hui, voir ceci revenir à de meilleurs sentiments, c'est tout simplement un acte d'humilité de leur part et surtout une victoire diplomatique pour les nouveaux dirigeants maliens. Pour les nouveaux dirigeants maliens, mais surtout pour également le président Macky Sall aujourd'hui. On s'interrogeait pourquoi la CEDEAO était si silencieuse, pourquoi l'Union africaine en général ne disait pas mot sur la situation que traversait le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des prémices ou du moins des signaux forts quand même qui sont envoyés par l'institution africaine que voilà, désormais le Mali peut compter sur l'Union africaine? On ne peut pas dire que ce sont des signaux forts, c'est une démarche imposée par la position malienne, une démarche diplomatique imposée à la CEDEAO et à l'Union africaine par la fermeté des dirigeants maliens et du peuple d'ailleurs malien qui croit qu'il est temps de construire sa souveraineté. Et malheureusement, il faudra lire ça, non pas au premier degré, il faudra aller un peu plus en profondeur parce qu'il c'est pas du tout évident que ces démarches soient garanties par une véritable sincérité de la part du dirigeant du plan de l'Union africaine. Vous savez, c'est des gens qui sont à la solde de l'ancienne puissance coloniale, de l'ancienne puissance impérialiste, et leur accorder tout de suite du crédit, ce serait courir une aventure extrêmement délicate. Donc il faut observer. Selon vous, il n'y a pas de... c'est-à-dire que cette visite n'est pas celle qualifiée d'amitié, comme on voudrait nous faire comprendre, ou du moins comme le communiqué de la présidence sénégalaise nous l'a fait comprendre. Il faut surtout éviter désormais de parler d'amitié dans les relations internationales. Il faut davantage les considérer sous le prisme des opportunités ou des menaces. Or, jusque-là, le Macky Sall a été une menace pour le Mali. Est-ce que du jour au lendemain, il deviendra dans une opportunité? Ça, j'en doute. Je pense que nous sommes tous sur le champ diplomatique et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faudrait que l'on prenne un peu de temps pour apprécier la sincérité de l'homme, du président, de l'homme qui est Macky Sall vis-à-vis de la situation qui prévaut au Mali. Vous savez très bien,
comme je le disais tantôt, il s'est toujours illustré comme étant un caniche de la France. Vous vous rappelez la dernière épisode en Russie où au lieu d'aller poser des problèmes de sécurité qui sont la préoccupation majeure de l'Afrique qui fait face à des crises djihadistes et autres, de terroristes, il est plutôt allé plaider pour le réapprovisionnement du blé à l'Afrique. Or, le blé même a été libéré, mais il n'est jamais arrivé en Afrique, il va plutôt ailleurs. Vous conviendrez avec moi que il a certainement agi sous instruction et il faut jamais lui signer un chèque à blanc. Il faut d'abord prendre le temps d'observer. Je pense que les dirigeants maliens savent à quoi s'en tenir et savent jusqu'où ils pourront lui accorder du crédit et surtout éviter de prendre des risques contre les intérêts de leur peuple. Éviter de prendre des risques contre les intérêts du peuple malien. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous. Baba Nicolo Okosisi, il nous fait signe. Oui, il est là. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour, autorité Ngem. Agréable début de semaine à vous. Je tiens à saluer l'autorité tête couronnée qui est assise sur ce plateau. Agréable journée à tous vos auditeurs. Je suis très heureux d'être là dans toute l'émission. J'ai entendu l'autorité parler. Je suis totalement d'accord avec lui, mais nous allons en parler de toute façon. Aussi, excusez-moi pour mon retard, indépendant de ma volonté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Justement, le directeur de publication, monsieur Kodo, parlait justement de cette visite du président Macky Sall du côté du Mali, où bien sûr il a pu échanger longuement avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. On était en train de s'interroger sur la sincérité dans ce nouvel élan aujourd'hui que voudrait bien sûr donner la direction de ces relations-là. On parle d'une visite d'amitié. Est-ce que vous percevez cela dans ce sens-là, ce déplacement du président Macky Sall du côté du Mali? Alors, si on prend lexiquement une visite d'amitié, on voit la fraternité, on voit la fratrie. Est-ce que Macky Sall et le président de la transition malienne sont amis? Non. Est-ce que Macky Sall et le président de la transition du Mali sont dans une fratrie? Non. Pourquoi je dis non et je suis aussi pragmatique? Parce qu'un ami, c'est celui-là qui est à côté de vous lorsque vous avez besoin d'aide. Un ami, c'est celui-là qui est à côté de vous lorsque votre maison brûle. Un ami, c'est celui-là qui est prêt à ne pas vous tourner le dos, même si vous sentez mauvais. Alors que nous avons tous vu ici, nous sommes tous informés aujourd'hui grâce aux médias comme For You Media, que le Mali fait face à une situation d'un complot international mené tout directement par un pays appelé la France, sinon dans une coalition de l'OTAN menée par les États-Unis. Malheureusement, en Afrique, nous avons des gens qui se font appeler frères et amis, comme Macky Sall, à côté de lui, Alassane Ouattara, et de l'autre côté, M. Bazoum, et j'en passe. Aujourd'hui, son déplacement au Mali se fait dans quel cadre? Et se fait dans quelle ambiance et dans quel contexte? Il y a 72 heures de cela que nous voyons que le Mali a pris des décisions drastiques. D'abord contre des mercenaires dites ivoiriens, parce qu'ils avaient des documents ivoiriens, dont je doute fort de leur nationalité, de leur appartenance dès l'instant où ils se présentent en treillis et disent qu'ils sont mécaniciens, ils sont vendeurs, ils sont étudiants. Si déjà, au niveau de leur identité, ils ont menti, qu'est-ce qui pour que l'authenticité du document, à part de porter le sceau d'une propriété privée ivoirienne, fait aussi d'eux des Ivoiriens? Donc, ça, avec des guillemets, je dis que dès l'instant où l'entrée est biaisée, un mécanicien qui a treillis est faux, leur identité aussi peut être fausse. Alors, lorsque M. Macky Sall arrive au Mali, il vient en tant que qui? Ami, comme il le dit? Non. Il vient en tant que frère, comme il le dit? Non. Parce qu'un frère, c'est celui-là qui est à côté de vous quand vous en avez besoin. Le Mali souffrait d'un problème de djihadisme jusqu'à ce que la population se lève et que des patriotes, fut-ils soldats, prennent le côté du peuple et descendent le gouvernement qui était impuissant face à l'avènement de ce terrorisme. Ce qui a amené M. Assimi Goïta et la junte au pouvoir. Mais la France est montée au créneau pour dire qu'elle n'était pas d'accord et qu'ils ont utilisé Macky Sall et les autres. Embargo, vous êtes informés. Jusqu'à ce que le Mali
ses biens au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA bloqués, jusqu'à ce que le Mali soit carrément isolé de ses pairs. Donc aujourd'hui, dire qu'on est allé voir le Mali pour une visite d'amitié, c'est faux. Ce n'est pas un ami. Il allait voir le Mali, maintenant je veux dire officieusement, parce que il a un calendrier. Il a un calendrier qui dénote quoi? Dramane Ouattara est en France pour voir Emmanuel Macron pour lui donner un coup de main concernant ces 49 militaires qu'ils ont arrêtés. Des mercenaires que Dramane lui-même avait demandé à l'ONU de certifier et d'être clair. L'ONU a clarifié, l'ONU l'a débouté. Les médias français ont accompagné la chute de Ouattara. M. Emmanuel Macron s'est vu sur un plateau télé où il disait que aujourd'hui il est un peu surpris, étonné que ses collègues de la CEDEAO, qui hier avaient pris une position claire face à la junte malienne, lèvent le pied. Donc, lui, c'est leur décision, mais il est vraiment dessus de cette décision. Oui. Effectivement, l'embargo contre le Mali a été levé. Effectivement, aujourd'hui, ceux qui appelaient M. Assimi Goïta putschiste, junte, comme Macky Sall l'appelle, jeune frère, l'appelle président du Mali, l'appelle chef d'État. Donc tout cela, mais le patron de Macky Sall, de Ouattara et de Bazoum dans une situation délétère, voilà pourquoi ils ont envoyé Macky Sall. Va régler ce problème. Il faut donner un agenda clair, il faut donner une position claire à ce monsieur. Nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus cela. Dans le même temps, il y a aussi un contingent allemand sur le territoire malien qui souffre d'un positionnement parce que le Mali est regardant de tout ce qui se passe, comme l'avait dit l'ambassadeur M. Diop, le ministre des Affaires étrangères. Oui. Aujourd'hui, le contingent allemand qui souffre lui déjà d'avoir sous-loué des services d'un pays, des vigiles qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, entre guillemets, qui sont arrivés de façon frauduleuse et de façon non élégante sur le territoire malien avec une aviation SAS, dont le frère de Macky Sall lui-même est actionnaire. C'est tout ce package-là qui amène Macky Sall dans le jeu du Mali. Donc ce n'est pas, comme il le dit officiellement, pour parler diplomatiquement, pour parler de pays à pays. Ils sont là-bas parce que Macky Sall a un agenda caché, un agenda de quelqu'un qu'on a envoyé aller déposer un mandat. Regardez bien le timing. 3 heures. Oui. Vous pensez que 3 heures, un ami peut rendre visite à un frère qui souffre? En 3 heures, un frère peut rendre visite à son frère qui a souffert de tout ce qu'il a vu, des attaques djihadistes et tout. Et puis tenez-vous bien, pour finir, aucun pays de la CEDEAO, aucun pays de l'Union africaine n'a adressé un courrier de soutien au Mali lorsqu'il était attaqué tout récemment. Aucun pays de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, n'a adressé un courrier pour condamner les attaques contre le Mali. Aucun pays de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, n'a officiellement pris position, à part Doumbouya de la Guinée, qui soutient officiellement le Mali. Voilà un peu ce qui m'amène à dire simplement, dans une logique que un frère ne se comporte pas comme ça, de Macky Sall n'est pas au Mali en tant qu'ami, en tant que frère. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. On revient avec vous, DP. On parle de cet agenda caché. À en croire, bien sûr, notre ami du côté de la France actuellement. Il y aurait donc cet agenda caché. Ça n'a bien sûr pas été évoqué par le service de communication de la présidence sénégalaise, mais sur le terrain, quand même, on a pu le comprendre. Le président Macky Sall a évoqué qu'il est également là, ou du moins qu'il était au Mali, pour tenter également de convaincre son homologue Assimi Goïta d'être un tout petit peu plus souple sur le dossier des 49 militaires récemment inculpés et écroués. Alors, de sa posture de président de l'Union africaine, de sa posture également de membre influent dans la sous-région ouest africaine, quel pourrait être l'apport du président Macky Sall dans la décrispation des tensions aujourd'hui entre Bamako et Abidjan? Monsieur Guéné, tout se joue sur le sérieux et la sincérité de Macky Sall. Or, ça ne se décrète pas un matin ou à la faveur d'une circonstance quelconque. Vous comprenez, Macky Sall, et comme je ne cesse de le répéter sur ce plateau, est un caniche de la France-Afrique dont Macky Sall fonctionne dans l'intérêt de la France. Macky Sall l'a démontré à suffire lorsqu'il s'est retrouvé devant le président russe, Vladimir Poutine, au lieu de défendre les intérêts de l'Afrique, qui est sous le coup du terrorisme transfrontalier utilisé par l'Occident pour attirer le chaos et piller sans contrepartie les ressources naturelles et même humaines des pays africains et surtout francophones. Macky Sall est plutôt aller parler du blé. Or, ici en Afrique, nous on peut manger le foufou. On n'a pas besoin de manger le blé tous les jours. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a déjà ce réflexe-là, il est difficile de lui faire. Moi, personnellement, je
je peux pas lui faire du crédit parce que les gens ne changent pas de comportement au gré d'une situation. Donc certainement, c'est pour dire que certainement il y a un agenda caché que Macky Sall ne peut pas dévoiler. Vous vous rappelez que dans cette affaire des 49 mercenaires écroués au Mali, et la société qui transportait ces rebelles, c'est quand même une société dans laquelle le frère de Macky Sall a des intérêts, a des actions. Et qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas c'est pas pour le compte de Macky Sall c'est pas Macky Sall qui se s'est servi de lui, tout juste comme par avant dans cette affaire. Donc je pense que les autorités maliennes ont intérêt à faire preuve de fermeté et à négocier cette affaire pour que aucun pays de la sous-région ne recommence à poser ce genre de date. Parce qu'il est établi, moi je suis certain que ces 49 soldats, ou alors ces 49 mercenaires écroués actuellement du côté du Mali, avaient un agenda caché, étaient prêts à faire un coup à appuyer main forte à une rébellion, comme ça on a vu ça du côté du Tchad, il y a, lors de l'assassinat du maréchal Idriss Déby. Vous vous rappelez d'ailleurs que juste après leur interpellation, il y a eu une attaque de Akati, où réside le président Assimi Goïta, à proximité du palais. Est-ce que vous pensez que il n'y a pas le hasard dans ces choses? La France est experte en management de coups d'État. Je dis bien la France est experte en management de coups d'État. Les pays francophones sont les seuls pays au monde où on a enregistré le plus grand nombre de coups d'État depuis 1960. Vous pouvez pas les comparer avec les autres pays. Et ces coups d'État sont toujours commandités par l'ancienne puissance aujourd'hui néocolonialiste. Alors je pense que dans la situation qui prévaut actuellement au Mali et surtout cette visite de Macky Sall, il faudrait pas que les autorités maliennes lui accordent du crédit du tout. Il faudrait plutôt que les autorités maliennes profitent pour négocier avec une menace qui est Macky Sall et non comme avec une opportunité. Pour moi, Macky Sall est une menace pour la stabilité du Mali parce qu'il n'agit pas de son propre chef. Il y a dans l'ombre quelqu'un qui tire les ficelles, comme le disait d'ailleurs depuis Paris. Il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer, qu'on peut convoquer pour se rendre quand même compte que Macky Sall n'est pas sincère et il veut simplement servir de l'enfumage aux autorités maliennes pour qu'elles baissent la garde et puis afin de continuer leur funeste programme contre le Mali. Heureusement que jusque-là, aussi bien les autorités maliennes que le peuple malien font preuve d'une extrême vigilance et c'est d'ailleurs ce qui empêche tous les coups fomentés par des pays comme par Ouattara, Macky Sall et tous les autres ennemis, et même le président nigérien, sans oublier celui de la Guinée-Bissau, font partie de ce lobby-là, de ce lobby du mal qui est contre les intérêts de l'Afrique. Parce que quand je vois un peu l'attitude de ce président la Guinée-Bissau. Quand je vois sa posture vis-à-vis de Macron, j'ai bien peur que nous ne puissions pas compter sur lui. En tout cas, avant peut-être de vous passer la parole, Baba Nicolo, on va tout d'abord écouter le président Macky Sall qui s'est exprimé hier à l'issue donc de cette audience que lui a accordé d'ailleurs le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Le président Macky Sall est justement revenu sur les raisons de sa présence sur le sol malien. On l'écoute. Chef de la transition, chef de l'État et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié.
Baba Nicolo, on vous rejoint pour parler de cet agenda caché. Tout à l'heure, on a écouté le DP, M. Claver Kodo, sur la présence, ou du moins sur la tentative d'ingérence de M. Macky Sall sur l'affaire des 49 mercenaires inculpés et écroués. Est-ce que vous pensez que sa posture de président en exercice de l'Union africaine, ou du moins de membre influent dans la sous-région ouest africaine, le président Macky Sall peut être d'un apport significatif dans la décrispation des tensions aujourd'hui entre Abidjan et Bamako? Macky Sall, hier, comme le disait Batigeri sur votre plateau, il est maladroit et il est fade. Dans le sens où, vous voyez ce qu'il a dit là. Il a dit, il est venu rendre une visite de courtoisie, d'amitié. Oui. Mais il n'a pas manqué de signifier que le Mali retrouve sa place au sein des organisations et des pays frères. Oui, effectivement. La place du Mali, qui l'a extirpé le Mali de la CEDEAO? Qui a esselé le Mali? Qui a mis un embargo sur le Mali pour que le Mali pète sa place? Qui empêche le Mali de jouer son rôle que devrait jouer en tant qu'un pays? Qui l'empêche? Macky Sall en fait partie. Donc on ne peut pas faire de l'oxymoron politique, le Mami Ouattarisme politique. C'est comme ça que j'appelle. Alors, dans ce même discours, Macky Sall parle, dans une autre capsule, d'assouplir un peu sa position sur les 49 soldats. Oui. Alors, il est là pourquoi en fait? Officiellement, il dit qu'il est là pour une visite d'amitié et de fraternité, de travail. En même temps, il donne d'autres pistes que nous avons analysées en amont. Qu'il est là pour que Macky Sall amoindrisse sa position sur les 49 soldats. Mais est-ce que Macky Sall serait heureux de trouver son territoire des gens armés comme ce dont on parle ici? Est-ce que Macky Sall, en tant que président, chef de l'État, propriétaire de la sécurisation de son pays, est-ce qu'il serait heureux de voir des gens débarquer dans son ambassade et dans son aéroport armés de cette façon-là? Pour que lui, il vienne négocier ça? C'est une grosse maladresse et c'est là que ce que le dit l'autorité, M. Kodo, a tout son sens. C'est un valet, c'est un toutou. Parce que pour un homme conscient, pour un homme intelligent, ne serait-ce qu'un Africain intelligent qui pose des pas africainement, Macky Sall n'aurait même pas dû toucher ce bouton-là. Nous, on pourrait faire des analyses, on pourrait le dire que c'est officieux. Ça reste que nos positions et nos points de vue. Mais quand il le dit, ce n'est plus nos positions, c'est officiel aussi. Même s'il n'a pas mis dans le timing de rencontre. Au nom de quoi des gens peuvent arriver sur un territoire qui est dans une situation, il faut bien tenir compte de la situation dans laquelle le Mali se trouvait quand ils sont arrivés. Oui, effectivement. Leur identité, une fois déclinée, a voulu être confrontée par l'État du Mali. Ils ont appelé le pays dont le passeport indiquait, la Côte d'Ivoire. Mais le pays les a reniés. Est-ce que Macky Sall tient compte de ça? Il a fallu 48 heures pour que le pays maintenant revienne à la charge, honteusement, pour réclamer ses soldats. Le peuple du Mali, qui va jusqu'à devant, poser des pas diplomatiques et demander une médiation avec le Togo, est-ce que Macky Sall a tenu compte de cette procédure? La médiation, dès qu'elle a commencé, la Côte d'Ivoire, l'autre partie, voulait faire croire que c'est le Mali qui était demandeur de négociations. Or que c'est faux. Chose que le ministre des Affaires étrangères, Diop, a rectifié automatiquement. On poursuit tout ce timing-là. Macky Sall était où? La diplomatie africaine, l'ami qu'il était, il était où? Tout ce temps-là, la place que le Mali devait occuper était où? Et tenez-vous bien, il a eu au moins 2 semaines, 3 semaines. La situation a pourri. Au moment où je vous parle en Côte d'Ivoire, il y a des RDR, des militaires de Ouattara qui veulent s'en prendre à des Maliens. Dieu merci, la Côte d'Ivoire est assez mature pour éviter ça. Au moment où je vous parle, il y a des artistes maliens qui sont empêchés de tenir des concerts. Oui. Au moment où je vous parle, il y a des convois maliens de commerce qui sont bloqués. Macky Sall, il était où pendant tout ce temps? Il faisait quoi? Il n'est pas informé. Au moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire veut tout faire pour embraser la sous-région en créant une guerre civile entre Maliens et Ivoiriens. Macky Sall, il était où? Tout ce timing-là, jusqu'à ce que la justice prenne la place et commence à mettre un mandat de dépôt, Macky Sall veut aller au-delà de la justice. Est-ce que Macky Sall cautionnerait que Assimi Goïta se serve de la justice à sa guise? Est-ce que Macky Sall cautionnerait que Assimi Goïta fasse une usurpation de pouvoir, c'est-à-dire quitte le pouvoir exécutif traditionnel pour venir s'immiscer dans les affaires de la police, de la justice? Macky Sall n'est-il pas informé qu'aujourd'hui c'est la justice qui a mis sous un mandat de dépôt sur ces mercenaires? En quoi est-ce que Macky Sall
voudrait que Assimi Goïta fasse slow down à quoi? Ouais. Est-ce que Macky Sall est conscient que sur le même sol malien, il y a eu des drones qui ont pris la position des soldats maliens et qui ont été frappés? Beaucoup de soldats ont été tués. Est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il sait qu'à Kati, ils ont bombardé la résidence proche de M. Assimi Goïta? Est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il est informé qu'il y a eu des terroristes qui ont attaqué au sein du Mali, que le Mali n'est pas dans une situation normale? Est-ce qu'il est informé de tout ça? Donc, dans un pays où la sécurité prévaut, il faut bien mettre la main sur ceux qui viennent attenter à la vie de ce pays. Et je vous dis, notez, après le départ de Macky Sall, vous allez voir que les terroristes vont amplifier leurs attaques. Et d'ailleurs, hier, il y a eu un soldat nigérien avec un passeport nigérien qui était en train de tenter de poser une bombe sur un pont qui était appréhendé. Je ne sais pas si vous êtes informé. Lorsqu'il était appréhendé, qu'on a vérifié sa nationalité, il était nigérien. Le Mali a contacté tout de suite les autorités nigériennes. Et les autorités nigériennes ont dit que ce soldat était effectivement dans l'armée du Niger, mais il était un déserteur. Ok, si ce soldat est nigérien, il est un passeport nigérien qui se retrouve au Mali en train de poser des bombes, combien sont-ils sur le territoire malien? Qui les emploie? Voilà dans quelle situation le Mali se trouve. Combien lui dit, écoutez, c'est déjà des 49 soldats renvoyés. Mais que fait Ouattara? Qu'est-ce que Macky Sall a? Il ne serait pas mieux que Macky Sall aille en Côte d'Ivoire, essayer de voir Ouattara pour répondre présent de ce que le Mali demande. Le Mali demande juste des excuses publiques. Le Mali demande des excuses, ne serait-ce que publiques, de façon africaine, pour qu'il puisse lâcher ses frères qui n'ont rien à voir dans cette histoire, qui sont peut-être des mercenaires, certes, mais qui ont été envoyés par un pays. La diplomatie de Macky Sall aurait pu commencer par la Côte d'Ivoire. La diplomatie de Macky Sall aurait pu commencer par la CEDEAO, parce que les fils de la CEDEAO, ils auraient dû se déplacer pour aller au chevet du Mali qui est attaqué. Ils auraient pu se déplacer pour aller soutenir les peuples maliens. Ils auraient pu se déplacer pour condamner les actes barbares. Ils ne l'ont pas fait. Donc Macky Sall est là-bas, au Mali, parce qu'il a été envoyé. Oui. Et tout à l'heure, le doyen, M. Kodo, a dit quelque chose qui est très intéressant. Nous savons combien de fois nos leaders africains passent par des faire-valoir, utilisent des noms cachés pour mêler des business. Parce que la société SAS dont on parle, effectivement, est-ce que le fait de Macky Sall n'est pas dedans? Mais c'est grave. Donc Macky Sall n'a même pas qualité de se trouver là-bas en train de parler de ça. Ouais. Le fait de Macky Sall est dedans. Et aujourd'hui, les enquêtes du Mali ont mis la main sur la société SAS qui doit décrire et expliquer pourquoi ils ont des contingents à l'aéroport et pourquoi ils font des sous-locations de soldats alors que le Mali est dans une situation difficile. Ils ont reporté cela à l'Allemagne. Ils disent que c'est l'Allemand qui avait demandé des vigiles, des soldats. Mais l'Allemagne a décliné. L'Allemagne dit que ce n'est pas eux. Le Mali aujourd'hui est en train de mettre l'Allemagne dans une situation précaire. Or, rappelez-vous très bien, dans le mois de août, au début de août, Macky Sall a tenu une conférence conjointe avec un Allemand où il a demandé aux diplomates allemands de garder leur contingent sur le sol malien. En tant que qui? Macky Sall sur son territoire au Mali demande à un Allemand de garder son contingent sur le territoire malien. Un Malien. Revoyez bien, je vais vous envoyer le document. Macky Sall, dans une communication conjointe, a demandé à l'ambassadeur du Mali, ou je ne sais quoi, représentant de l'Allemagne, de garder ses contingents sur le sol malien. Au nom de quoi? Est-il malien? Ça, c'est ce qu'on appelle s'immiscer dans les affaires personnelles d'un autre État. Ouais. Donc, ce Macky Sall-là n'a pas qualité et est maladroit en demandant à Assimi Goïta de s'assouplir sur les 49 soldats. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas se pas? Pourquoi la Côte d'Ivoire, des problèmes diplomatiques, ne le fait pas? L'ONU n'a-t-il pas récusé ses soldats? L'Allemagne n'a-t-il pas récusé ses soldats? Qui sont ces soldats? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas d'avoir un passeport ivoirien pour dire qu'on est ivoirien. D'ailleurs, Ouattara, au lendemain de la crise entre la Libye et les esclaves dans la sous-région, lorsqu'ils ont parlé de l'esclavage en Libye, M. Ouattara était reçu par M. Mo Ibrahim. Oui. Et Mo Ibrahim lui a dit, mais qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il était en train de vanter ses mérites, le travail qu'il a fait. Et Mo Ibrahim lui a posé la question de ce qu'il pense, de ce qu'aujourd'hui, dans le nombre de personnes demandeurs d'asile en Europe, la majorité sont des Ivoiriens. Mais Ouattara a répondu pour lui dire que c'est des gens qui usurpent le titre des Ivoiriens parce qu'ils ont des passeports ivoiriens. Mais en réalité, ce n'est pas des Ivoiriens. Que ce n'est pas des Ivoiriens qui vont demander l'asile parce que tout va bien en Côte d'Ivoire. Alors, si ce n'est pas des Ivoiriens qui demandent l'asile et que Ouattara lui dit aisément, pourquoi est-ce que nous, on devrait aussi reconnaître des Ivoiriens sur le sol malien avec un passeport, avec des identités des mécaniciens, des vendeurs de chauffeurs, pour qu'on les passe pour des soldats? Les Ivoiriens ne sont pas de ce genre-là. Les Ivoiriens ne sont pas des sanguinaires. Les Ivoiriens ne sont pas de ce genre. Tout le monde les connaît. Les Camerounais et les Ivoiriens, c'est la même chose. Ce n'est pas des gens qui sont sanguinaires. Pourquoi un Ivoirien voudrait aller tuer un Malien alors que dans chaque famille ivoirienne, il y a un Malien, il y a une Malienne? Donc, ce que je veux dire, le déplacement de Macky Sall est une maladresse, est une insulte et est une moquerie à la face de la peau noire. Ou bien, il a encore allé demander du blé, il a encore allé demander du foufou, comme le disait le doyen Kondo, ou bien il a demandé des moutons. Comme lui se promène de pays à pays pour demander la nourriture, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Donc, non, Macky Sall n'a ni qualité, il n'a même pas le droit d'aborder ce genre de sujet. Il pourrait l'aborder officieusement, mais officiellement, quand il dit que pour les 49 soldats, il faut que Macky Sall s'assouplisse, c'est insulter l'intégrité du Mali. Or, le Mali, aujourd'hui, veut s'affirmer en tant que pays souverain, indépendant, prêt à décider de lui-même.
Et pour finir, si Macky Sall se retrouve encore là-bas, regardez l'armement du Mali, les jets que le Mali a achetés, le renforcement de son armée aérienne. Vous pensez que c'est pour poursuivre des terroristes? Non. C'est pour affirmer sa suprématie et donner un message clair au pays de la sous-région. Voilà autant de dossiers que Macky Sall a été obligé d'aller sur le terrain parce que Macron l'a envoyé, l'OTAN l'a envoyé pour aller essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent aplanir ce qui se passe. Voilà ce que je pense. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Okosisi Baba Nicolo. On vous retrouvera tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir le troisième invité de cette émission matinale. Il s'agit bien sûr du docteur Freddy Lagmé, qui est géostratège et politologue. Il nous fait l'honneur d'être présent également ce matin dans le cadre de cette émission. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et j'espère que vous allez bien. Je suis très content, n'est-ce pas, de vous retrouver dans cette émission pour épiloguer, n'est-ce pas, sur des questions panafricaines. Et alors, je pense que ce matin, nous abordons, n'est-ce pas, le sujet sur la visite de Macky Sall au Mali. Effectivement. Donc, vraiment, je réponds présent donc, pour essayer de faire quelques analyses à propos. Oui, justement, vous nous retrouvez au moment où nous sommes en train d'évoquer l'agenda caché, parce que selon un communiqué de la présidence sénégalaise, le président Macky Sall a effectué un déplacement dans le cadre d'une visite d'amitié du côté du Mali, où il a d'ailleurs pu rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mais selon l'agenda caché, il a également passé un mot au président de la transition sur la situation des 49 mercenaires récemment inculpés et écroués. Donc, dans le cadre de cette émission, on se pose la question de savoir quel pourrait être l'apport du président en exercice de l'Union africaine dans la décrispation de la tension aujourd'hui entre Bamako et Abidjan. Bon, je voudrais d'abord faire un point sur l'institution africaine même qu'est l'Union africaine. Effectivement. Parce que en définissant justement et en donnant justement le rôle de l'Union africaine, cela nous permet justement de savoir quelles peuvent être les prérogatives ou encore même le rôle que peut jouer, n'est-ce pas, le représentant de cette institution au niveau continental. L'Union africaine est une institution instrumentalisée par les Occidentaux parce qu'elle est financée à 70% par les Occidentaux ou alors par l'Union européenne dans la logique justement de rester ou alors de pérenniser le néocolonialisme en Afrique. Le néocolonialisme dans une logique, n'est-ce pas, psychologique et même économique et politique. Donc, dans un cadre géodiplomatique, l'Union africaine, justement, reste encore une boîte qui permet, n'est-ce pas, de retarder le développement mental des Africains. Alors, à partir de cet instant, ayant donc défini ce que c'est que l'Union africaine, vous pouvez déjà comprendre ce que peut être le président, n'est-ce pas, en exercice de cette unité. Et cela devrait également vous interpeller. Pourquoi certains chefs d'État ne prennent pas part justement au sommet de l'Union africaine? C'est tout simplement parce qu'ils ont compris que cette institution n'est pas là pour garantir les intérêts de l'Afrique, mais simplement pour, en même temps, rester dans la léthargie d'une certaine coopération Afrique-Europe, ou alors d'une certaine dépendance Afrique-Europe. Alors, la visite justement de Macky Sall cache beaucoup de choses sur le plan diplomatique. Donc, vous avez raison de parler, n'est-ce pas, de l'agenda caché. Parce que Macky Sall est dans une posture de négociation et dans une logique, n'est-ce pas, de vouloir corrompre les dirigeants qui essaient d'échapper à la même partie qu'est la France. Donc, Macky Sall serait donc instrumentalisé ou alors poussé, n'est-ce pas, par la France pour aller vers Assimi Goïta et voir dans quelle mesure négocier pour qu'il cesse d'être radical vis-à-vis de la France. Nous avons vu récemment, et il fallait s'attendre à cela, les rebelles de nationalité ivoirienne sont encore au Mali pour fomenter, n'est-ce pas, un certain coup d'État. Moi, je vais dire ça comme ça. Et il fallait s'attendre à cela parce que ça a toujours été le cas. Et je voudrais donc, par cette occasion, interpeller les Africains pour qu'ils sachent que tant que nous n'allons pas nous entendre en tant qu'un peuple commun, ayant déjà forcément un dénominateur culturel commun, nous allons toujours nous faire martyriser par les Occidentaux. C'est toujours la même stratégie qu'ils ont employée pendant la colonisation et même pendant la traite négrière. C'est-à-dire, on monte votre frère contre vous parce que vous voulez vous rebeller et on fait, n'est-ce pas, on crée des alliances stratégiques contre vous. C'est exactement ce qui est de se passer entre la Côte d'Ivoire et le Mali et je suis déçu. Je suis déçu lorsque je sens mes frères ivoiriens, n'est-ce pas, qui essayent de vouloir mettre en branle ce que le Mali est en train de construire d'indépendantistes aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que
c'est des choses qui devraient arriver. C'est pourquoi, lorsque vous tendez à devenir indépendant, il faut déjà mettre des mesures de sécurité. Aujourd'hui, nous avons confiance parce que la Russie, Assimi Goïta a un lien stratégique avec la Russie, ce qui fait que ça sera difficile, n'est-ce pas, de déstabiliser ce régime qu'il est en train de mettre en place. Donc, Macky Sall est donc dans cette posture diplomatique pour voir dans quel moyen amener, n'est-ce pas, Assimi Goïta au dialogue, amener, n'est-ce pas, certains dirigeants au dialogue. Mais il se fait tard parce que avec autant d'années de coopération entre l'Afrique et l'Occident, c'est-à-dire l'Europe en général, on se rend compte que l'Afrique est toujours perdante. Donc, il faut savoir que le moment est arrivé pour couper le lien ombilical ou le néocolonial qui lie, n'est-ce pas, l'Afrique à la France. C'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Vous savez, c'est une mission qui ne peut se faire avec, n'est-ce pas, des corps habillés, c'est-à-dire avec des stratèges militaires. Et Assimi Goïta est justement dans son rôle de stratège militaire. C'est ce qu'on appelle justement la récupération ou alors la réappropriation justement de soi. Aujourd'hui, le Mali tend à devenir un État indépendant et un État justement qui touche à ce qu'on appelle l'émancipation ou alors l'émancipation stratégique. Et le Mali a compris, n'est-ce pas, les jalons d'un développement. Les jalons, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité et faire, n'est-ce pas, une expropriation de ces ressources naturelles pour, n'est-ce pas, l'exploiter en faveur des économies du pays. C'est ce que le Mali est en train de faire. Et ce qui pourrait donc ralentir ce processus panafricain, c'est si et seulement si les Africains n'accompagnent pas Assimi Goïta dans ce combat. Si certains dirigeants restent encore dans la logique de la crise de l'époque, alors nous sachons que cela ne pourrait pas facilement aboutir. Donc, le Mali devrait donc être un modèle aujourd'hui. Un peu comme la RCA, on voit comment justement ces États sont en train de lâcher la même partie qui est la France pour, n'est-ce pas, s'attaquer au réel problème, la question de l'indépendance. Et nous pensons que après justement cette indépendance politique, peut-être justement viendra dans le moment où on va questionner la question de la monnaie que nous utilisons parce que c'est ça la réelle indépendance. Pour l'instant, la France peut encore s'affirmer en tant que puissance dominatrice de l'Afrique, mais parce que les Africains utilisent encore sa monnaie. À partir du moment où les Africains vont s'entendre, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire une indépendance monétaire en bloc, que chacun n'aille pas, n'est-ce pas, volontairement ou alors individuellement. Non, cela doit se faire en masse. Il est temps que les Africains mettent sur pied leur propre monnaie pour pouvoir équilibrer le commerce international avec les autres continents. Vous allez voir que la Chine est très présente en Afrique, mais ce que la Chine apporte, beaucoup d'États africains sont capables justement de le fabriquer. Nous avons des États semi-industriels qui, n'est-ce pas, avec l'association avec d'autres pays africains, pourraient devenir, n'est-ce pas, des véritables pays industrialisés ou alors d'industrialisation. Donc, nous rappelons aux Africains que si Muammar Kadhafi avait échoué, c'est parce qu'il a manqué le soutien des Africains. Aujourd'hui également, pour que la logique ou alors la démarche indépendantiste engagée par Assimi Goïta aboutisse, il faudrait donc qu'il bénéficie du soutien d'abord sous-régional. Vous allez vous rendre compte que si la Côte d'Ivoire commence à vouloir déstabiliser le Mali, c'est parce qu'il y a donc ce manque d'union africaine. Ce manque d'union africaine. Et c'est pourquoi nous posons la question de savoir à quoi nous sert l'Union africaine. À quoi nous sert l'Union africaine? Si l'Union africaine n'est pas capable de défendre les intérêts d'un quelconque État africain, alors cette institution est appelée à disparaître. Et on peut reconstruire même, n'est-ce pas, une autre institution qui sera strictement africaine, où on va débattre, n'est-ce pas, des questions africaines, parce que l'Union africaine a trahi l'Afrique. On se rend compte que ce n'est qu'une affaire de quelques chefs d'État. On se dit que, en tant que président en exercice de cette institution, on a la possibilité, n'est-ce pas, de faire des choses qui n'arrangent pas tout le monde. Alors qu'en réalité, c'est le président en exercice qui devrait être le premier à défendre, n'est-ce pas, les intérêts du Mali et à féliciter le Mali pour le combat d'indépendance que Assimi Goïta est en train d'enclencher. Parce que c'est un combat qui sera difficile, mais avec l'alliance stratégico-militaire que le Mali entretient aujourd'hui avec la Russie, on se rend compte que le Mali pourrait réussir. Il faudrait, n'est-ce pas, que les Maliens se tiennent debout, qu'ils résistent et qu'ils restent sereins.
dans cette logique et dans cette nouvelle démarche. Voilà ce que nous pouvons dire pour une première fois. Merci, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'évoquer bien sûr le sujet avec vous sur le plateau, Monsieur Kodo. Décidément, l'institution est à l'image de son président. À quoi nous sert réellement l'Union africaine? Oui, disons que tant qu'il n'y a pas une réforme profonde des textes qui régissent l'Union africaine, on en sera toujours là. On a vu des présidents originaires des autres aires géographiques ou alors culturelles accéder, mais sans pouvoir faire grand-chose, simplement parce que ces textes ont été totalement vidés de leur essence idéologique à la création en 1963 d'Addis Abeba. Et je vous rappelle d'ailleurs, et même à nos téléspectateurs, que le projet a failli mourir à la naissance à cause justement des querelles de leadership et surtout d'un Houphouët-Boigny qui avait monté toute une fronde contre les autres pères fondateurs de l'Union africaine, dont les Kwame Nkrumah à l'époque. Et justement, il était Houphouët-Boigny comme Alassane Ouattara qui est son héritier légataire, avait obligé les pères fondateurs à vider les textes, à vider l'Union africaine de son essence idéologique, simplement parce qu'à l'époque, les pays francophones étaient plus nombreux, jouissant d'une indépendance factice. Ce qui empêchait les autres, l'Éthiopie et les pays, le Ghana et autres, à pouvoir impacter. C'est vrai qu'au sein de l'Union africaine, au sein de la communauté francophone, il y avait quand même quelques pays, quelques chefs d'État africains qui manifestaient déjà leur volonté de s'affranchir de la tutelle de la France. Il y a par exemple l'ancien président malien qui a été assassiné, et par la suite tous ces présidents africains-là qui ont manifesté une volonté de s'affranchir de la tutelle de la France sont tombés sous des coups d'État fomentés par la France. Vous comprenez donc que l'Union africaine originelle n'a jamais vu le jour. Il existe aujourd'hui une Union africaine vide de toute essence, de toute épaisseur idéologique, qui malheureusement sert justement les intérêts de ceux-là qui sont plus-values à devenir ses financiers. Pourtant, l'Afrique, au départ, à la création, les pères fondateurs de l'Union africaine avaient voulu autonomiser cette institution pour la rendre très forte et opérationnelle par rapport aux questions de développement, aux questions de sécurité, dont les jeunes États africains allaient être confrontés. Mais la France, ayant cette capacité d'anticipation, a tout fait pour fragiliser l'institution dès sa création et la mettre sous sa coupe. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez bien comment l'Union africaine est gérée. Lorsque c'est un président francophone qui a la tête, alors là, vous trouverez tout de suite que c'est un ambassadeur des intérêts français qui a la tête de l'Union africaine. Lorsque c'est par exemple un chef d'État qui est d'une autre ère culturelle, ça peut être d'origine anglophone ou d'origine lusophone, vous vous rendez compte que les autres chefs d'État africains à la solde de la France mettront tout en œuvre pour l'empêcher de dérouler son projet de société. L'Union africaine aujourd'hui est tout simplement un machin vide même de sens, qui ne joue aucun rôle. La SADC, vous vous rappelez, la SADC est plus puissante que l'Union africaine. La SADC, qui est une organisation sous-régionale, est plus présente dans les conflits. On se rappelle la tentative de déstabilisation du Mozambique il y a un an ou un an et demi, où on a vu la SADC lever une armée et venir à bout du mouvement terroriste qui, justement, avait été instrumentalisé par les puissances occidentales pour faire même bas sur les nouveaux gisements de pétrole et de gaz découverts au large de la Mozambique. Donc, sous sa forme actuelle, l'Union africaine ne nous sert à rien. Il faut plutôt que des voix s'élèvent et que certains chefs d'État prennent leurs responsabilités, peu importe leur ère culturelle, pour qu'on remette cette connerie-là à plat et repenser totalement le contenu et surtout l'adapter aux exigences contextuelles qui sont spécialement marquées par des velléités terroristes
instrumentalisée, mise en place par les anciennes puissances, par les pays de l'OTAN. Sinon, lorsqu'on voit le show que le président sénégalais est allé faire au Mali, on peut quand même se convaincre que cette affaire-là ne sert pas les intérêts de l'Afrique, mais sert davantage les intérêts des puissances occidentales. Alors, Baba Nicolo, l'institution en elle-même manque de crédibilité. Au lieu de s'affirmer sur le continent dans un élan panafricaniste, il faut le dire, elle est plutôt là pour servir les intérêts des autres. Est-ce que vous partagez ce point de vue selon lequel il faut aujourd'hui une refonte totale et complète de l'Union africaine? Alors, je tiens à saluer M. Yao qui est sur ce plateau. Oui, effectivement. Et je pense qu'il a commencé et il a bien fait d'expliquer les b.a.-ba de la création de l'Union africaine et tout. Oui. Parce que nous, on dit simplement, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. La main qui demande est en dessous et la main qui donne ordonne. Oui. L'Union africaine, dans son essence, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a expliqué. De Boutros Ghali jusqu'à celui qui est là présentement. Si vous avez une caisse de cotisation, celui qui paye 70%, c'est lui qui est le guide. Si vous êtes dans une société, quel que soit SARL ou SA, celui qui a la majorité imposante, c'est lui qui devient le PCA ou le DG. Ouais. Alors donc, l'Union africaine, le DG, c'est l'Europe. L'Union africaine est le petit miroir de l'Union européenne. Ce n'est pas quelque chose que des Africains se sont vraiment assis pour cotiser, faire des cotisations, pour être propriétaires de cet appareil africain qui pourrait normalement, dans son essence, dans son objectif, aider à l'Afrique. Non. Je vais vous prendre un exemple. Regardez comment ils ont réglé le problème de Yaya Jammeh en Gambie. Oui. Mais la CEDEAO a pu dépêcher une armée là-bas. Vous voyez? Mais si l'Union européenne qui englobe la CEMAC, la CEDEAO, la Ligue arabe et tout ça au niveau de l'Arabe Maghreb et tout ce qui est au milieu, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Macky Sall, qui est fils de l'Ouest, de la CEDEAO, peut être en même temps chef de l'Union européenne et de l'Union africaine, et en même temps, il est le doyen en Afrique de l'Ouest, et c'est aujourd'hui Ambalo qui est son protégé, qui est président de la CEDEAO. Vous voyez un peu. Donc, la thèse qui dit que l'Union africaine n'appartient pas aux Africains est vraie. La thèse qui dit que l'Union africaine travaille pour l'Occident, c'est vrai. Regardez la preuve. Depuis l'apartheid, oui. Depuis la mort de Kadhafi, depuis l'attaque du président Laurent Gbagbo, depuis l'arrestation et la déportation de Charles Taylor, depuis le problème rwandais, depuis le problème de xénophobie en Afrique du Sud, entre les Sud-Africains et les Nigérians, et j'en passe. Est-ce que vous avez déjà vu l'Union africaine prendre une position pragmatique, coercitive, une position claire pour contraindre ces pays-là à régler leurs problèmes ou à aider ces pays à sortir? Depuis qu'il y a ce problème de Mali, de la Guinée, du Burkina, est-ce que vous avez vu l'Union africaine prendre une position au-delà, c'est-à-dire une position authentique? Non. La preuve, Macron l'a dit en modo-vision, tout le monde était choqué. Je vais appeler le président de l'Union européenne, et autant pour moi, pour l'amalgame, le président de l'Union africaine, M. Macky Sall, pour qu'il se penche sur le dossier Mali. Il a dit ou il n'a pas dit? C'est en modo-vision. Il dit qu'il va appeler Nana Addo Kufuor, président de la CEDEAO, pour se pencher sur le dossier malien, alors que Macron était en pleine campagne. Il était en campagne pour son pays. Il était en campagne pour gagner un deuxième mandat. La journaliste lui a posé une question de savoir qu'est-ce qu'il pense du problème malien. Mais il nous a insulté en appelant ces deux leaders. Mais personne n'a répondu. Est-ce que vous pensez que si l'Union africaine était forte, un ambassadeur au Sénégal, au Burkina, peut insulter tout le peuple burkinabé? Non. Si l'Union africaine était solidaire, est-ce qu'un ambassadeur sur un plateau en Côte d'Ivoire peut insulter le peuple malien? Non. Si l'Union africaine était pour l'Afrique, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique souffrirait d'avoir des pays avec des monnaies comme le CFA? Non. Donc, globalement, c'est un machin que l'Union européenne, l'OTAN, ceux qui gèrent le monde des Occidentaux, ont créé
pour pouvoir mieux passer le bâton lorsqu'il s'agit de les flageller. Voilà, je suis d'accord à 100% avec la thèse qui dit que l'Union euro-africaine n'existe pas. L'Union africaine n'a pas de rôle qui appartienne aux Africains. L'Union africaine doit être dissoute. L'Union africaine doit être dissoute. Quand les gens comme Assimi Goïta vont sortir de ce bras de fer dans lequel nous sommes tous, quand les gens, pardon, dans lequel nous sommes tous, quand les gens comme le Touadéra du Centrafrique va sortir, aujourd'hui les Maghrébins comme l'Algérie, la Tunisie un peu, l'Égypte ça va, quand les gens comme l'Afrique du Sud avec Julius Mambela qui est c'est ça non, Julius Malema, sont en train de prôner l'africanité dure. Quand ces pays comme le Nigeria, même s'ils sont un peu encore à cheval entre la colonisation et tout, vont sortir de l'ornière, quand les pays comme le Cameroun vont rejoindre cette unité-là pour faire une force, en ce moment-là, on pourra parler de Afrique unie et non Union africaine, parce que cette union-là sert l'intérêt des Blancs. Comment on peut imaginer qu'un président de toute l'Afrique, alors que Poutine veut donner la liberté à ces pays qui sont opprimés, se déplace pour aller, au lieu de féliciter Poutine, au lieu de parler de la sécurité de l'Afrique, au lieu de parler des choses comme la téléphonie mobile sur les satellites et autres, on va demander du blé. Alors qu'à la veille de son voyage, on a vu Sarkozy au Sénégal. Même pour quelqu'un qui est idiot, comment Sarkozy vient au Sénégal? 2 jours après, on va demander le blé. Alors que nous savons qui consomme le blé. Comme l'a dit le doyen, nous on mange le foufou, on mange la loco, on mange tout ce qu'on veut manger, le ndolé. Est-ce que ça vient de l'Ukraine? Au Sénégal, ils mangent le tchèp, c'est leur nourriture première. Est-ce que ça vient du blé? Alors quand quelqu'un va voir un président de la trempe de Poutine, c'est comme vous envoyez votre fils aller voir un président de la République, et au lieu d'aller demander du boulot, ou bien demander une place, ou bien comment dirais-je, un document pour là, dans une grande école, le jeune, il va vous demander des bonbons. C'est ce que Macky Sall a fait. C'est ce que Macky Sall a fait. Donc, est-ce que l'Union africaine existe? Non. Et si elle existe même de nom, dès que nous allons prendre le dessus, il faut dissoudre l'Union africaine, parce que ce n'est pas fait pour les problèmes africains, il est fait pour accompagner l'Occident qui ne veut pas nous laisser libres. Docteur Freddy Lacmé, que faut-il faire pour avoir une institution qui reflète enfin les réalités du continent? D'aucuns estiment bien sûr qu'il faut aujourd'hui la reformer, d'autres disent qu'il faut la refonder tout simplement. Mais à suivre M. Kodo et M. Okosisi Babaneko, il faut la dissoudre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Tout à fait. Moi, je suis plutôt dans la logique de déconstruction et reconstruction. Et vous allez vous rendre compte que nous disons la même chose. Alors, moi, je voudrais dire que l'Union africaine, justement, est cette institution qui traîne encore l'Afrique, n'est-ce pas, dans la léthargie du sous-développement. Je vais donc répondre, n'est-ce pas, à partir de 2 points. D'abord, la cécité stratégique. Ensuite, n'est-ce pas, la culture stratégique. L'Afrique, pour l'instant, manque, n'est-ce pas, de culture stratégique. La culture stratégique, c'est quoi? Lorsque, n'est-ce pas, vous êtes dépourvu de votre culture, alors vous devenez donc cet être humain que chacun peut utiliser à sa guise pour satisfaire ses intérêts. C'est ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ça qui empêche donc aux Africains de s'unir. Parce que nous n'avons pas une culture, c'est-à-dire un dénominateur culturel commun. Alors que, naturellement, nous avons, n'est-ce pas, les rapprochements sociologiques. Est-ce qu'on se comprend? Effectivement. Du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, passant par la RDC, l'Angola et autres. Vous voyez des Bantous. En Afrique de l'Ouest également, il y a des Sahélo-Saheliens un peu partout, jusqu'en Éthiopie, tout ça. C'est-à-dire, si on essaie, n'est-ce pas, de diviser les Africains, vous allez vous rendre compte que nous ne constituons peut-être que 4 grands groupes de peuples en Afrique. Et ça serait facile pour nous, n'est-ce pas, de s'unir. Les Occidentaux ont divisé l'Afrique en 5 aires géostratégiques. Et les 5 sous-régions géostratégiques, n'est-ce pas, ne respectent pas la limitation naturelle ou alors culturelle. Mais ça se respecte plutôt, n'est-ce pas, la limitation des intérêts de chaque puissance occidentale. Donc, le précaré de la France, par exemple, c'est la CEMAC et la CEDEAO. Pas alors l'UMOA, parce que dans la CEDEAO, il y a le Ghana, le Nigeria et en fait, tous les pays anglo-saxons qui, justement, ne sont pas dans la logique de la France. Et même jusque-là, la France, à travers, n'est-ce pas, des chefs d'État comme Ado,
parvient justement à maintenir sa puissance, n'est-ce pas, dans la sous-région. Oui. Et ce qui fait que même ces États anglo-saxons sont touchés par la politique étrangère de la France. Donc vous vous rendez compte que ces 5 enjeux stratégiques ne représentent pas normalement les divisions qui devaient exister de manière naturelle en Afrique. Alors, si en ce qui concerne, n'est-ce pas, la CEMAC devrait s'élargir jusqu'au Zimbabwe. Pourquoi jusqu'au Zimbabwe? Parce que les mêmes peuples qu'on retrouve, n'est-ce pas, au Congo, Brazzaville et au Congo Kinshasa sont au Zimbabwe et en Zambie. C'est un fils Luba, c'est-à-dire l'empire Luba-Lunda de la RDC, c'est un fils Luba qui était allé fonder l'empire Mone-Motapa, qui est devenu aujourd'hui, en fait, qui était devenu, n'est-ce pas, la Rhodésie du Nord, sous Cecil Rhodes, et la Rhodésie du Sud. Et c'est devenu donc la Zambie et le Zimbabwe, alors que vous allez vous rendre compte que c'est un même peuple. Ce sont des petits-fils, des cousins, des frères, des Congolais. Donc, voilà, si on commence à réfléchir à partir de ces niveaux, c'est ce que j'appelle la culture stratégique. Vous allez vous rendre compte que de manière naturelle, les Africains vont s'unir. Et tout à l'heure, un frère panafricain disait sur le plateau que on ne doit pas parler, n'est-ce pas, de l'Union africaine, mais de l'Afrique unie. Je crois qu'il a totalement raison. C'est ce que je viens d'entendre. L'Afrique unie, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on nous voudrons d'ailleurs. L'Afrique unie comme les États-Unis. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui anime les premiers géopoliticiens allemands, je parle de Friedrich Drazel, non, c'est Karl Ascoff-Ferrotin pour moi, ce qui l'anime, lorsqu'il fait un premier voyage en tant que journaliste et géographe aux États-Unis, il est surpris par l'immensité territoriale des États-Unis, et ce qui le marque davantage, c'est que les États-Unis sont étendus, et jusqu'à s'étend le territoire américain, c'est jusqu'à s'étend la culture américaine. C'est de ce sens que vous allez vous comprendre que si les Africains ne parviennent pas à définir leur culture, ou alors à valoriser cette culture, je vous assure que ça sera difficile pour l'espace de s'unir. Et le combat d'indépendance que nous menons est un combat, n'est-ce pas, qui doit s'appuyer d'abord sur la culture. Les Européens se sont unis aujourd'hui parce qu'ils font, n'est-ce pas, retour à la civilisation gréco-romaine. C'est pourquoi ils se retrouvent tous. Nous, on devrait donc revenir aussi, n'est-ce pas, à la culture africaine que les Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, ont valorisé, qu'ils ont développé dans les ouvrages. On devrait imposer, n'est-ce pas, à tous les Africains de lire Nation d'agriculture, de Cheikh Anta Diop, de lire les ouvrages, n'est-ce pas, des Africains, les Joseph Kizerbo, les grands historiens qui ont travaillé dans le sens, n'est-ce pas, de réveiller la culture africaine, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut pour l'instant. C'est ce que j'appelle la culture stratégique, parce qu'on ne peut pas parler, n'est-ce pas, des ambitions géopolitiques tant que nous n'avons pas une culture. Et la culture, justement, africaine va nous permettre donc de mettre sur pied ce qu'on appelle des véritables nations. C'est-à-dire, nous allons retrouver dans les États les peuples qui se retrouvent, n'est-ce pas, en tant qu'un seul être, et non encore de valoriser, n'est-ce pas, le tribalisme. Parce que le tribalisme, justement, a été revalorisé dans les années 1990 avec l'imposition de la démocratie. Vous allez voir le rôle que la démocratie joue en Afrique. La démocratie, c'est le pion qui est venu complètement déconstruire les cultures africaines. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas de nation, on ne peut pas facilement atteindre, n'est-ce pas, la démocratie. La démocratie en Afrique, c'est-à-dire le multipartisme, a apporté justement le renforcement des liens tribaux. Et c'est ça que nous devons combattre d'abord. Ce qui fait que lorsqu'on va parvenir à atteindre, n'est-ce pas, à l'Afrique unie, il faudrait déjà qu'on essaye d'extirper, n'est-ce pas, dans notre comportement ou alors dans notre organisation sociopolitique, la culture démocratique. Parce que ça ne nous aide pas. La culture démocratique nous permet plutôt, n'est-ce pas, de combattre entre nous. Et tant que nous serons fragilisés, c'est ainsi que les Occidentaux auront toujours la même mise pour, n'est-ce pas, nous détruire, déconstruire et même, n'est-ce pas, nous façonner à leur modèle. C'est ce que nous avons appelé la déterritorialisation mentale. C'est-à-dire qu'on prend un être humain, on déconstruit, n'est-ce pas, tout son psychique, on le déconstruit culturellement, on le déconstruit religieusement et on inculque, n'est-ce pas, des valeurs nouvelles en lui. Et cet individu devient donc une nouvelle personne, autre que, n'est-ce pas, celui du départ. C'est ça la déterritorialisation mentale. Et pour combattre cela, il faut donc une culture stratégique. Tant que nous n'avons pas, n'est-ce pas, stratégiquement compris ce que c'est que la culture, la revaloriser et la réintégrer en nous, dans nos comportements,
dans notre façon de comprendre la politique et dans notre façon même de vivre, nous allons toujours nous faire piétiner. Le deuxième point, n'est-ce pas, pour répondre à la question, c'était, n'est-ce pas, au niveau de la cécité stratégique. La cécité stratégique, c'est quoi? C'est que les Africains aujourd'hui eux-mêmes, n'est-ce pas? Moi, je veux d'abord nous accuser aussi, parce que tous nos problèmes ne sont pas qu'endogènes, ne sont pas qu'exogènes. Nous avons également, n'est-ce pas, des problèmes endogènes. C'est-à-dire que les Africains aujourd'hui peinent, n'est-ce pas, à eux-mêmes se déployer en tant que, n'est-ce pas, des visionnaires. Vous voyez, on n'a pas un catalogue pour mesurer, n'est-ce pas, le type de développement que l'Afrique mérite. Alors que nous avons toutes les ressources naturelles. Au Cameroun, c'est d'ailleurs l'Afrique en miniature. La RDC, par exemple, qui regorge les 80% des réserves de Colombo Tentatil. Le Colombo Tentatil, c'est la matière grise avec laquelle on fabrique les tactiles sur les téléphones, les appareils électroniques. Comment nous pouvons avoir tout ça? Le Mali est pétro-stratégique. Le nord du Mali, c'est tout le pétrole. Vous voyez toutes les ressources que nous avons. Mais à quand alors nous allons penser à mettre sur pied des industries, n'est-ce pas, pour transformer nos ressources naturelles sur place? Je pense que c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, la cécité stratégique. C'est ça qui nous manque. Lorsqu'on va rompre avec la cécité stratégique, vous allez vous rendre compte qu'on va donc commencer à industrialiser, n'est-ce pas, nos produits. Et je crois que c'est la démarche que Assimi Goïta est en train d'employer. Aujourd'hui, moi, pour solutionner, n'est-ce pas, la question de l'Union africaine et tout le reste des problèmes de l'Afrique, je conseille que nous mettons sur pied un principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on essaie encore de revoir les divisions qui font de l'Afrique, n'est-ce pas, 5 sous-régions, de faire même en 2 ou 3 sous-régions, et que chaque sous-région, justement, représente un pôle d'industrialisation d'un produit qui va profiter et bénéficier à tous les États africains. Un exemple, j'aurais préféré que l'Afrique centrale, c'est-à-dire à partir du Cameroun jusqu'au Zimbabwe, n'est-ce pas, soit le socle d'industrialisation des produits miniers de tous les pays africains. Et que lorsqu'on exporte donc une matière première comme l'or et le diamant, que cela soit pour le compte de l'Afrique et qu'on transforme sur place. Et que, par exemple, le Maghreb soit également un pôle d'industrialisation du blé. Ce sont des exemples que nous prenons pour respecter, n'est-ce pas, le principe de subsidiarité que nous avons évoqué tout à l'heure. Voilà comment on peut sortir, n'est-ce pas, de la dépendance mondiale. On n'a pas besoin de la Chine. On a plus besoin de la Russie actuellement pour, n'est-ce pas, avoir la technologie du nucléaire. C'est ça dont on a besoin. Pour le commerce, on peut développer le commerce intracontinental entre pays africains. Cela sera plus valeureux pour nous et plus rentable sur le plan économique. Donc voilà comment on doit repenser justement l'Afrique. Et pour le faire, il faut d'abord déconstruire l'institution de l'Union africaine et la reconstruire, n'est-ce pas, sur une base nouvelle. Je vous remercie. Ah oui, merci. Merci également à vous, Dr Freddy Lakmé. Il faut donc vous écouter, se défaire de la culture démocratique, et bien sûr arborer une culture stratégique. Vous êtes totalement d'accord, DP, sur cet aspect-là, parce que selon, bien sûr, le docteur Lakmé, aujourd'hui, la démocratie que ces pays occidentaux veulent prôner sur le continent africain, on a l'impression qu'elle crée plus de problèmes qu'elle crée des solutions. Oui, je crois, mon cher Nguéné, que nos intellectuels, nous les intellectuels africains, nous illustrons à travers une forme d'amnésie. J'en fais partie, hein, je ne sais pas pour indexer les autres, j'en fais partie parce que je crois pouvoir revendiquer, faire partie de cette catégorie d'Africains qui peuvent penser, qui peuvent voir, qui peuvent réfléchir autrement. Mais maintenant, pourquoi je l'ai dit, lorsque vous parlez de démocratie, ou alors lorsque je vois les gens piquer des crises d'hystérie en parlant de démocratie, moi j'ai très mal. J'aime souvent rappeler à nos contemporains que aucun pays dit démocratique aujourd'hui ne doit son industrialisation à la démocratie. Il n'y en a pas un seul. La Chine est un cas à part qui a pu adapter la démocratie à ses exigences socio-culturelles. La preuve, c'est qu'il y a le Parti communiste chinois, il vit depuis de 100 ans. Et la Chine se développe. Mais c'est un parti unique. Les États-Unis
il y a 4-5 siècles, se sont construits sur avec la traite négrière. Et ils étaient alimentés par la vieille Europe, la France, la Hollande, l'Angleterre. Oui. Et ce qui est que vous ne trouverez jamais le nom de la Russie parmi ces cannibales-là. Oui. Revenons pour venir sur le cas de la France, qui joue le chantre de la démocratie en Afrique francophone, singulièrement. De Gaulle n'a jamais été un démocrate. De Gaulle, c'est un militaire qui a pris le pouvoir par les armes. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas nous le dire, nous l'affirmer? De Gaulle a pris le pouvoir par les armes. Et l'héritage de Gaulle est incommensurable. Tous les gouvernements, tous les chefs d'État, tous les hommes politiques français s'inspirent de Gaulle parce que c'est le père, c'est le théoricien de la prédation des ressources naturelles et humaines de l'Afrique par la France. Il y a un confrère qui parlait, un copanéliste qui parlait de la monnaie tout à l'heure. Oui. Le franc CFA est une copie exacte de la monnaie de l'occupation nazie. C'est une copie exacte. Donc, le franc CFA a été inspiré par la monnaie imposée à la France pendant l'occupation nazie. Oui. Et ça date depuis 1945, depuis le 25 décembre 1945. Donc, on ne peut donc pas parler de démocratie avec des gens qui, en fait, galvaudent un mot qui nous sert à rien. Quand vous voyez même, on parle de la démocratie, on dit que la démocratie est d'origine gréco-romaine, quelque chose comme ça. Mais on ne vous dit pas que ceux à qui on attribue l'origine de la démocratie se sont retrouvés massacrés par ce qu'ils appelaient les barbares. Pourquoi? Parce que c'est pendant que ces gens qui croyaient avoir atteint un niveau de civilisation extrêmement élevé s'offraient des orgies avec des vomitoriums, parce que l'homosexualité naît de cette période-là. Et pendant qu'il s'est donné donc à ces ébats, à ces orgies gigantesques, il y a des peuples qui les ont attaqués, étant épuisés. Ces peuples ont abattu les murailles de leur ville et les ont massacrés. En réalité, la démocratie n'a jamais été une solution pour le développement d'un pays. La démocratie est plutôt une grosse machination contre les intérêts de l'Afrique. Est-ce que les Africains sont donc en mesure, ou alors les intellectuels africains sont en mesure d'adapter les exigences de liberté aux idéaux de développement de nos pays? C'est là la grande équation à résoudre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. La démocratie, même, ce n'est pas la liberté. C'est pas la liberté à tous les prix. La démocratie, c'est la liberté encadrée par des lois. Donc, je pense que avoir fait le choix de s'aventurer dans cette histoire de démocratie, nous avons tout fait faux. Oui. Et il faudrait également que certains dirigeants africains commencent à repenser. Commencent à repenser comment adapter les exigences de liberté dont aspirent tous les peuples et les concilier avec nos idéaux de développement. Or, tel que cela nous est imposé par l'Occident depuis le discours de la Bolle du président Mitterrand, c'est tout simplement une escroquerie idéologique qui nous impose toutes les contraintes que nous voyons aujourd'hui, dont la première conséquence est l'impossible développement et l'impossible souveraineté, parce que malgré qu'on nous impose la démocratie, la France continue à s'ingérer plus que jamais dans les affaires intérieures de nos États, et même en les sous-traitant, comme c'est le cas du côté de l'Afrique de l'Ouest, où on voit quand même la Côte d'Ivoire jouer le rôle de caniche et de bras séculier de la déstabilisation de cette région-là, oui, pour le compte de la France. Donc je pense simplement que il faudrait que les Africains aient le courage de se rappeler d'un certain nombre de choses.
pour réadapter ces notions de démocratie aux exigences contextuelles qui sont les nôtres. Oui, effectivement. Alors, Baba Nicolo, on va sortir de cette thématique avec vous. Le docteur Freddy Lagmé a placé donc la refonte, ou du moins le renouveau de l'Union africaine sous deux prismes. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut adopter une culture stratégique et dans un second temps, il faudrait que nos dirigeants, ou du moins que les peuples africains se montrent beaucoup plus visionnaires. Que pouvez-nous, bien sûr, nous dire à ce sujet? Alors, il faut d'abord dire merci à Africa Forum Media de nous avoir invités. Oui. J'ai eu des co-panélistes de qualité, l'autorité tête couronnée, M. Kodo, et le docteur, même si nous avons rejoint en retard, il nous a quand même lancé des connaissances de ce qu'il est, et le docteur Lagmé à qui je dis merci, à votre victoire aussi. Alors, ce qu'il a dit, ce prisme-là, ces deux points qu'il a touchés sont vrais. Sont vrais parce que aujourd'hui, comme le disait M. Kodo, pour moi, je le dis toujours, hein, la démocratie dont on nous chante tous les jours est une chaussure qui n'est pas à votre pointu, qu'on vous oblige à porter. Ouais. La démocratie, pour les Africains, est une chaussure qui ne nous rentre pas, qui n'est pas à notre pointu, qu'on nous oblige à porter. Pourquoi? Pour la simple raison que on va essayer sur ce tableau que chacun essaie de dire démocratie dans son ethnie, oui, dans son patois. Il ne va pas y arriver. Oui. C'est pas pour nous. Oui. Oui. Parce que pour que quelque chose, tu maîtrises cette chose, il faut que toi et cette chose fassiez un. Pour dire démocratie dans mon ethnie, je ne peux pas. Pour que le docteur Lagmé le dise, il ne pourra pas. Pour que M. Kodo dise démocratie, il ne pourra pas. Même vous, Ngueme, vous ne pourrez pas. Ce n'est pas à nous. Oui. Alors, aujourd'hui, la structure de la France-Afrique est une structure d'un code armé. Tout à l'heure, M. Kodo a parlé de Gaulle qui avait fait un coup d'État. C'est vrai. Regardez comment est-ce qu'on gère la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des vassaux qui travaillent pour donner un général. Et le général, c'est l'Occident et tous les autres. Alors, dans cette manière de faire, est-ce que l'Union africaine, qui est leur bien, l'Union africaine qui est leur chose, peut donner à l'Afrique ce que l'Afrique attend? Non. Parce que culturellement, nous n'avons pas notre culture, comme Emmanuel Macron dit, les valeurs, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui. Donc je suis d'accord avec ce que dit le docteur. Il faut vraiment une culture africaine, panafricaine, une culture qui est collée à nous, une chaussure qui nous rend. Ensuite, il faut une idéologie copiée à notre situation de vie. On n'a pas besoin d'avoir des gratte-ciels comme New York pour vivre, nous. On n'a pas besoin d'avoir des goudrons parfumés pour être à l'aise. On n'a pas besoin de blé pour pouvoir faire notre ndolé. Vous voyez? Donc c'est cette éducation-là, comme il a dit, qu'il faut aujourd'hui germer. Oui. C'est cette nouvelle manière, ce sursaut-là, il doit être culturel, traditionnel, social, oui, politique, mais une politique copiée à nous, pas une démocratie, parce que c'est une chaussure qui n'est pas à notre pointure. Regardez, vous voyez au sein de l'Afrique, il y a des pays comme la Swaziland. Est-ce que vous entendez du bruit là-bas? Non. Ils ont copié leur vie à eux. Leur roi ou je ne sais quoi là, il a beaucoup de femmes. Mais il est tranquille. Regardez des pays, même dans notre tradition, souvent au Cameroun, vous voyez les pygmées. Mais ils vivent dans leur endroit. Ils ne gênent personne. Parce qu'ils ont couplé leur situation de vie à leur réalité. Et j'en passe. Donc c'est vraiment, aujourd'hui l'Union africaine est notre cheval de Troie. Si l'Union africaine est notre talon d'Achille, il faut, comme l'a proposé le docteur, faire une refonte au niveau même de notre structuration culturelle, traditionnelle, sociale et politique africaine. Sinon, tant qu'on sera arrimé à leur idéologie de démocratie, tant qu'on sera arrimé à leur manière de nous voir vivre notre vie, tant qu'on sera arrimé à leur capitalisme, on n'y arrivera pas. Quand vous voyez des camarades comme la Russie, dont l'URSS a été fracturée, qui aujourd'hui s'impose et dit « je viens vous aider », il faut que vous en sortiez, il faut vous battre vous aussi. Voilà des partenariats qu'il faut avoir. Voilà comment est-ce qu'un pays qui a les moyens, qui est au-dessus, peut aider un pays qui n'en a pas. On ne veut pas lui donner du poisson, on l'aide à pêcher. Donc en gros, je suis totalement d'accord avec l'analyse de mes copanélistes et je dis, la présence de Macky Sall au Mali est juste quelqu'un qui allait rendre une dictée qu'on lui a dictée, d'être allé donner à Assimi Goïta une commission comme quelqu'un qui a la poste. Tu es un facteur, on te donne une lettre, tu vas déposer là-bas dans la boîte à lettres, c'est tout. Voilà ce qu'Assimi Goïta est. Macky Sall allait faire, je trouve que c'est déplorable, c'est insultant,
c'est méchant de ne pas soutenir ce pays-là avec la Centrafrique qui aujourd'hui nous donne des gages. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est ce que j'ai à dire dessus. Merci également à vous, Baba Dikolo Okosisi. Dernier mot, docteur, avant également peut-être de se séparer de vous, puisque votre agenda est décidément très chargé le matin. Un dernier mot sur cette thématique-là. Alors, comme dernier mot, je dirais que les Africains, justement, après avoir adopté, n'est-ce pas, cette culture stratégique, devaient donc voir comment réformer donc l'éducation à partir du primaire. Pourquoi en Afrique, et particulièrement au Cameroun, on n'enseigne pas les notions de géopolitique et de géostratégie à partir de l'école primaire? Ce sont ces notions-là qui vont, n'est-ce pas, faciliter une certaine vision stratégique chez l'Africain à partir du bas âge. Donc, adoptons notre culture. Et maintenant, il faut reformer, n'est-ce pas, l'éducation. Il faudrait donc que l'éducation ne soit plus simplement un moyen de nous imposer une langue occidentale, mais que l'éducation soit reconnue désormais comme, n'est-ce pas, une formation pour le développement mental et pour, n'est-ce pas, le développement, je vais dire, de la culture des nationalités. C'est-à-dire comment faire, comment aimer son pays, comment défendre les intérêts de son pays et comment justement lutter contre les ennemis. Étant donné que nous sommes, n'est-ce pas, dans une mondialisation sauvage où aucun droit n'est respecté, le seul moyen pour nous, n'est-ce pas, c'est de former, n'est-ce pas, nos enfants, de former notre peuple à ce qu'ils soient justement des personnes stratégiques demain. La Chine réussit pourquoi? Parce que également la Chine enseigne donc cette notion de stratégie à partir du primaire. La Chine enseigne la technologie dans les basses classes. C'est comme ça que nous devons évoluer. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui un Africain s'exprime en français, on se moque de lui, et s'exprime en anglais, on se moque de lui. Non! Beaucoup pensent que c'est ça, être éduqué, venir être éloquent, évoquer des mots rares et tout ça, les gromologies. On pense que non, c'est ça qui est l'éducation. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est la formation tout d'abord. Donc, la pédagogie doit être revue. C'est-à-dire qu'on doit déconstruire, n'est-ce pas, cette pédagogie qui a été imposée par l'Occident et adopter justement des modules d'enseignement qui seront en fonction justement des besoins de la société. Si au Cameroun, on a besoin de la technologie, alors commençons à former, n'est-ce pas, nos enfants en physiciens à partir, n'est-ce pas, du primaire. Et puis, il faut rappeler que ce ne sont pas les Occidentaux qui sont les pionniers, n'est-ce pas, de cette science physique, chimie et autres. Non, ça vient de chez nous en Afrique. Alors, voyons dans quelle mesure se reconnecter avec notre passé. Et ce n'est que dans ce moyen que nous allons trouver des voies de solution pour, n'est-ce pas, parvenir à une séparation avec le reste du monde et s'assumer en tant que continent indépendant. L'Afrique est un paradis terrestre où on retrouve, n'est-ce pas, toutes les ressources naturelles. Et aujourd'hui, l'Afrique est une menace à l'Occident parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard de population. Et les États-Unis, c'est 300 millions. L'Europe, c'est à peine 500 millions. La Chine, c'est 1 milliard. L'Afrique, c'est également 1 milliard. Donc, notre niveau, c'est avec la Chine qu'on devrait discuter. La seule chose qui nous manque, donc, c'est cette technologie. Il faut qu'on rentre dans, n'est-ce pas, dans notre passé, qu'on se reconnecte donc avec le passé pour retrouver, n'est-ce pas, les classes de cette technologie. Et lorsqu'on aura dans ces moyens, bon, si il est difficile, parce que beaucoup n'aiment pas entendre parler, n'est-ce pas, de reconnaissance avec le passé. La Russie nous offre une opportunité. C'est une alliance stratégique que la Russie est en train de nous apporter. Alors, sachant que dans les relations internationales, seuls les intérêts comptent. Allons vers la Russie, mais sachant que ce que nous partons chercher vers la Russie, c'est ce qui nous manque. Le nucléaire. Il est vrai que la Russie n'a pas besoin de matières premières parce que la Russie est riche en matières premières. La Russie a juste besoin, n'est-ce pas, de voies et moyens pour écouler ses produits. C'est pourquoi la Russie est avec la Syrie et la Russie est avec l'Ukraine. Parce que ce sont ces deux États par lesquels la Russie parvient à avoir accès à la mer chaude avec la Syrie et à la mer Méditerranée avec la Syrie et avec la mer Noire avec l'Ukraine. Donc vous voyez que la Russie elle-même aussi se positionne stratégiquement en fonction de cet intérêt. Parce que la Russie se retrouve, n'est-ce pas, dans les blocs de glace où le commerce maritime est innavigable. Donc, nous, Africains, en allant coopérer avec la Russie, sachant qu'au terme, n'est-ce pas, de cette coopération, que nous serons capables de faire notre propre nucléaire. Et lorsque nous aurons ce nucléaire, vous allez vous rendre compte qu'on va s'assumer en tant que continent indépendant. Je parle au nom de tous les Africains, pas au nom, n'est-ce pas, d'un pays africain.
C'est le moment de s'unir. C'est le moment, n'est-ce pas, de dire la vérité. Et c'est le moment, n'est-ce pas, de sortir de l'hypocrisie. Ne pensons pas que pour être chef d'État, il faut toujours aller avoir, n'est-ce pas, des alliances avec les Occidentaux. Non! On n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on est un homme intègre et digne, ça veut dire qu'on respecte, n'est-ce pas, ses cultures et ses valeurs. Alors vous allez vous rendre compte qu'il faudrait que les Africains s'assument en tant qu'Africains et non en tant qu'un être fabriqué par l'Occident. Merci et à très bientôt sur le plateau d'Afrique Média. Je vous remercie infiniment pour ce débat houleux et j'ai appris également de beaucoup des compagnonnistes. Merci beaucoup infiniment. Vous êtes bel et bien sur For You Media, mon cher docteur Freddy Lark. Mais merci également à vous d'être passé par ici ce matin. C'est avec vous d'ailleurs que nous mettons un terme à cette première thématique. Le temps pour nous bien sûr de souffler et de prendre la deuxième thématique. Il y a bien sûr un rapport avec le retrait définitif de la force française Barkhane du Mali. L'annonce a donc été faite hier. Les derniers soldats français de l'opération Barkhane, présents au Mali depuis 9 ans, ont donc officiellement quitté le pays, a fait donc savoir hier lundi 15 août 2022 l'état-major français dans un communiqué. La présence militaire au Sahel sera donc désormais divisée en deux d'ici la fin d'année, passant de 2500 militaires. Le Niger a donc accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey et bien sûr du côté du Burkina Faso également. On parle de cette actualité-là. Mais dans cet élément, Florent Olivier Noir nous plante véritablement le décor de cette deuxième thématique. Ce jour, 15 août 2022, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle des airs de Gao, transféré aux forces armées maliennes depuis ce matin. C'est en ces termes que la coopération militaire entre Bamako et Paris s'achève. Engagée en 2013 aux côtés du Mali pour faire face à la menace djihadiste, la force française Barkhane, la plus grande opération militaire française à l'extérieur, n'aura finalement fait que 9 ans sur le sol malien, puisque son départ avait été annoncé le 17 février 2022 par le président français Emmanuel Macron après l'enlisement de la coopération entre Bamako et Paris. Bamako n'ayant pas apprécié les propos des ministres des Affaires étrangères et de la Défense française à l'endroit du Mali, notamment sur la présence du groupe militaire Wagner, qualifiant avec négation la politique extérieure française. Il y a quelques mois déjà, certains soldats de l'opération Barkhane avaient amorcé le départ, mais une partie restait encore à la base militaire de Gao dans le nord malien. Toutefois, depuis lors, le peuple malien n'a cessé de scander le départ de la France du Mali. Une question qui a finalement trouvé sa réponse à travers un communiqué de l'état-major des armées françaises, rendu public le 15 août 2022. Comme raison, le communiqué précise que ceci est conforme à la décision du président français du 7 février 2022. Le communiqué précise à la fin que la profonde transformation de l'opération Barkhane ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien, laquelle se déploie toujours sur le Sahel. Avec un effectif de 5000 hommes engagés en 2020, Barkhane a essuyé la mort de 53 soldats. Son retrait définitif de la base militaire de Gao dans le nord du pays va réjouir à coup sûr les Maliens. Une décision bien accueillie du côté de Bamako, du côté du Mali en général. Une décision surtout qui mettra au devant de la scène les FAB, les forces armées maliennes qui, disons-le, depuis pas mal de temps s'illustrent merveilleusement bien avec efficacité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Alors, directeur DP, que vous inspire le départ des dernières troupes françaises sur le sol malien, du sol malien en tout cas? Pour nous qui observons, qui sont de près cette actualité, oui. Je crois que c'est encore une victoire des nouveaux dirigeants maliens qui sont effectivement en train de trouver des réponses précises et appropriées aux exigences du peuple malien, ce qui leur a permis d'ailleurs d'accéder, de prendre le pouvoir à Bamako il y a un peu plus d'1 an. Donc, ces départs peut être considéré comme un repli tactique en jargon militaire, ouais. Mais c'est une grosse victoire pour les Maliens qui ont tenu jusqu'au bout et pour les nouveaux dirigeants, surtout une victoire également pour la pénétration de la Russie en Afrique qui est déterminée à participer à la lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme aux côtés des États, qu'il disait encore que le président Poutine est revenu sur cette position il y a quelques heures en promettant aux États africains et de l'Amérique latine
le soutien militaire de la Russie pour tous ceux-là qui souhaiteraient en bénéficier. Oui. Donc en fait, c'est aussi une victoire de la diplomatie russe en Afrique qui démontre à suffire qu'elle peut faire mieux dans la coopération avec l'Afrique que ce qui se passe depuis plusieurs décennies avec la France. Avec la France, 2013-2022, 9 ans après, s'il vous arrivait aujourd'hui de faire un bilan de la présence française sur le territoire malien, que serait-il ce bilan-là? Je pense que l'armée française n'a rien apporté. Son objectif, ou alors sa mission était de lutter contre le terrorisme. Pendant ce temps, le terrorisme a connu ses meilleurs moments pendant la présence des forces françaises sur le terrain, l'occupation des forces françaises du Mali. Le terrorisme a plutôt prospéré et on a même assisté à une espèce de statu quo, parce qu'il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que le Mali s'est retrouvé divisé par 3 et le pouvoir central ne contrôlait qu'un tiers de ce vaste territoire, pendant que tout le nord jusqu'à la région des 3 frontières était sous le contrôle des groupes djihadistes. Pourtant, on y retrouvait quand même des bases françaises comme à Gao. La polémique de la présence de ces bases françaises a d'ailleurs été alimenté par certaines images qui ont circulé sur le pillage de l'or malien par des militaires français ci et là dans le Sahel. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de combattre le terrorisme, eux, ils étaient là pour autre chose. Ils étaient là pour autre chose, ils étaient là pour piller l'or, pour piller l'or un peu partout, avec des engins d'ailleurs, des engins lourds qu'on a vus, qu'on a trouvés en pleine opération, que certains ont eu le plaisir d'avoir des images en pleine opération, non pas de lutte contre le djihadisme, mais de pillage de l'or. Donc je crois que si avec la montée en puissance de l'armée malienne, les FAMA qui bénéficient d'un soutien constant et attentionné de la Russie, la présence des forces françaises n'était plus nécessaire au Mali, et même d'ailleurs toutes les autres forces, même la MINUSMA, il faudrait bien que la MINUSMA aussi plie bagage, parce que je crois quand même que les rotations ont repris il y a les rotations ont repris, mais elles sont encadrées, elles sont rigoureusement encadrées, c'est plus la cour du roi Péto, et je pense que la MINUSMA a intérêt à respecter scrupuleusement les règles du jeu imposées par le régime, qui leur ont été imposées par le régime malien, sinon elle subira également le sort qui a été subi par Barkhane. Donc je crois que nous sommes là dans une phase très importante de mutation profonde du côté du Mali, et ceci c'est surtout à l'avantage du peuple malien. Donc je crois que tel que c'est parti en ce moment, le Mali effectivement en train de construire sa souveraineté petit à petit avec l'aide de la Russie. Oui, l'aide de la Russie. Et l'exemple parfait, c'était, il y a d'ailleurs une semaine, vous avez eu vent de cette information, du moins la cérémonie de remise de cet important don en équipement et bien sûr en avion de chasse, un don pratiquement de la Russie aux forces armées maliennes. La cérémonie a d'ailleurs été présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est une preuve aujourd'hui que les relations entre le Mali et la Russie sont plus que jamais consolidées, surtout avec ce départ de Barkhane. Effectivement, parce que, vous savez, les pays francophones souffrent, je le répète toujours sur ces plateaux, et c'est, je voudrais bien que quelqu'un me contredise un jour, parce que je sais que je tiens cela de la lecture des accords de coopération néocolonialistes imposés aux États africains avant leur indépendance. Il y a l'accord de coopération en matière militaire qui interdit pratiquement aux États africains de garantir leur souveraineté sécuritaire. Donc, c'est la France qui devient la caution, qui est responsable de la sécurité des États africains. Et dans des conditions extrêmement difficiles. Et la France réussissait même à travers ces accords de coopération à s'approprier une partie du budget des États africains sous forme de réserves
de réserve dans la perspective de l'achat des équipements en cas de problème de sécurité. Ça, c'est une fraction du budget, des budgets nationaux que les États, les anciennes colonies francophones sont obligés de verser au trésor français sans jamais être sûr de recevoir des équipements. Et quand même ils reçoivent ces équipements, c'est des équipements dignes pour la casse. Donc, parce que les équipements qui viennent de la Russie, c'est de la première génération. C'est la première génération, c'est dernière génération, on pourrait dire, c'est des équipements opérationnels et efficaces. Vous vous rappelez d'ailleurs que quelques jours après la réception des aéronefs, il y a eu ceux-ci ont procédé à un premier exercice sur le terrain en attaquant une position djihadiste où ils ont quand même neutralisé plus d'une cinquantaine de djihadistes. Donc aujourd'hui, ça crée même psychologiquement, ça fait réfléchir. Donc, ça fait réfléchir dans les rangs des terroristes. Dans les rangs des terroristes. Et le gouvernement, les autorités maliennes ont également tendu la main aux djihadistes en leur offrant une asphyxie et je crois 10 000 places au sein des forces armées maliennes. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui les djihadistes auront le choix entre faire face à la nouvelle puissance de feu de l'armée malienne et rentrer dans la légalité en se retrouvant, en participant à la sécurisation de leur pays. Je pense que tel que c'est parti, ce serait de plus en plus difficile de pouvoir recruter des jeunes de ce côté-là quand on va retrouver en train de faire le coup de feu dans le désert, mais il serait beaucoup plus, on verra un peu l'évolution de cette nouvelle démarche qui tient sur deux leviers. On tend la main et on est également prêt à vous combattre. Je pense que ceux qui restent raisonnables vont préférer prendre la main tendue et déposer les armes pour rejoindre les rangs de l'armée malienne. Pour rejoindre donc les rangs de l'armée malienne, les FAMA qui s'illustrent merveilleusement bien sur le terrain. Et l'efficacité est d'ailleurs le maître mot de cette unité de défense du territoire malien, avec bien sûr ses résultats probants, positifs enregistrés, clairement à mettre donc à l'actif également du Conseil national de transition. Alors, le départ de Barkhane du Mali ne signifie pas pour autant la fin donc de la présence française sur le sol africain, du moins dans la sous-région, puisque quelques 2500 soldats resteront repartis jusqu'à nouvel ordre entre le Niger, le Tchad ou encore le Burkina Faso. Un nouveau chapitre donc contre la lutte, dans la lutte contre le djihadisme doit forcément s'écrire dans les tout prochains jours, mais au regard des effectifs qui restent repartis quand même sur le territoire, notamment dans le Sahel, est-ce qu'il faut se dire que la fin de la présence militaire française sur le continent se précise de plus en plus? Effectivement, la fin de la présence militaire française en Afrique se précise, et ça c'est acté à partir du Mali, à partir du courage du peuple malien et des autorités de la transition du côté du Mali. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des manifestations qui sont annoncées ci et là pour réclamer le départ justement des forces d'occupation françaises dans plusieurs pays africains de l'Afrique de l'Ouest. On parle du Burkina Faso. Le Burkina Faso, demain c'est le 17. Je pense que là-bas ça va justement cramer parce que il y a eu plus d'une dizaine des organisations de la société civile qui ont appelé à des manifestations pacifiques. Je crois que du côté du Sénégal, ça ne dort pas aussi parce que j'ai vu les dernières sorties de Ousmane Sonko qui reste très virulent et surtout qui reste égal à lui-même en ce qui concerne la lutte contre la présence française sur le continent. Donc je pense que c'est une nouvelle page de l'occupation militaire française en Afrique qui est en train de se fermer, et ce sera pour le bonheur de l'Afrique et surtout pour la fin non seulement des ingérences françaises dans les affaires intérieures de l'Afrique, mais surtout de la mainmise de la France sur la gestion politique et économique, financière des États africains. Une influence donc clairement en perte de vitesse sur le continent, parce que ces forces-là, au lieu de s'illustrer sur le terrain, véritablement sur la lutte contre le terrorisme, on a plutôt l'impression que les forces françaises se sont illustrées dans le pillage, notamment du sous-sol, dans certaines
dans certaines régions, au moins dans certains pays également du continent, donc ce qui ternit le bilan de la présence donc militaire française sur le continent. Donc il faut le dire clairement aujourd'hui, on s'achemine tout droit donc vers la fin de cette mission française sur le continent. Un dernier mot sur le retrait, avant peut-être de prendre la rubrique culture parce qu'elle est déjà installée et elle nous fait des clins d'œil. Un dernier mot sur le retrait définitif donc de la force française du Mali. Il faut se dire clairement aujourd'hui que par cet acte aussi, le gouvernement de transition en place voudrait exprimer surtout sa souveraineté. C'est un acte de souveraineté. La France a toujours occupé l'Afrique, a toujours considéré ses anciennes colonies comme des terres d'occupation. Oui. Mais là, le Mali est en train de s'affranchir totalement de cette présence française et surtout de la bonne manière, grâce à la coopération avec la Russie, qui aujourd'hui lui fournit une assistance militaire qui lui permet de se passer non seulement des forces françaises, mais également même de la présence de la MINUSMA de ce côté-là, et donc de toutes les forces étrangères. Oui, donc voilà, ainsi donc dit, c'est donc terminé pour Barkhane, notamment du côté du Mali, même si les opérations se poursuivront, notamment du côté du Niger ou encore du Tchad, voire le Burkina Faso, mais on parle d'un détachement qui sera désormais divisé en deux. Au lieu de plus de 5000 soldats sur le terrain, on n'aura plus que droit maintenant à 2500, preuve que voilà, la fin donc de la présence militaire sur le continent se précise de plus en plus. On prend cette petite transition et juste derrière, on vous plonge dans la culture. Elle nous a rejoint sur ce plateau moto. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Nguéné, bonjour à ton invité, bonjour également aux téléspectateurs et internautes de For You TV. Aux téléspectateurs et internautes, bien sûr, de For You Télévision. Ce matin, tu es là avec de bons biscuits culturels à nous distiller. Et ce matin, on parle surtout du concert prévu le 12 août. Oui, le concert de Taïk, voilà. Ça sera du côté d'Abidjan. C'était. Ah, c'était. Oui. Ouais. Je suis encore dans les vapes, quoi. Je sors du Mali. Voilà, effectivement, l'artiste franco-camerounais Taïki a subi une grosse défaite du côté de la Côte d'Ivoire lors... Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire le week-end dernier, son concert dont les prix allaient de 50 à 100 000 francs n'a pas obtenu les résultats escomptés. Eh bien, l'artiste avait été annoncé pour une série de concerts programmés les 12, 13 et 15 août du côté de la Côte d'Ivoire. Il a donc effectué le premier concert dans la soirée du vendredi 12 août au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Mais le public n'a pas répondu présent. La salle de spectacle du Sofitel était à 70% vide. Selon les organisateurs, cette faible mobilisation était liée au fait que Tina Glamour, donc la maman de Didier Arafat, avait également organisé un concert au Palais de la Culture, toujours à Abidjan, pour célébrer ses 30 ans de carrière et aussi pour la mémoire de son fils Didier Arafat. Et donc les Ivoiriens se sont plus mobilisés du côté du Palais de la Culture pour rendre un hommage chaleureux à Didier Arafat. On se souvient que Didier Arafat avait quitté ce monde le 12 août 2019 de suite d'un accident de moto. Voilà. Et donc le 12 août est une date symbolique du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, pas en Côte d'Ivoire uniquement, même ici au Cameroun. Vendredi dernier, on a vu des jeunes là se manifester, rendre hommage à Didier Arafat. Donc le 12 août, c'est un jour mémorable dans toute l'Afrique. Et donc du côté de la Côte d'Ivoire, le concert de Taïki a été un échec parce que les populations se sont mobilisées plus du côté du Palais de la Culture. On a remarqué la présence de Diana Bouli qui était du côté de la Côte d'Ivoire pour assister à ce concert, bien que Taïki a voulu se ressaisir, donc il n'a pas voulu prester. Bon, je me dis peut-être qu'il a pensé à ce que Kiss Daniel a subi en Tanzanie et ce que KS Bloom a subi ici même au Cameroun. Après, il a accepté et puis il a donné le concert malgré que la salle était assez vide. Donc ce concert-là était
Un échec, voilà. Moi, je pense quand même que les organisateurs devaient mieux travailler dans ce sens, parce que avant d'organiser un événement comme celui-là, on doit se rassurer au préalable que voilà, toutes les conditions sont réunies. Parce les conditions le 12 août, quand même, en Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quelle date, quand on connaît l'importance qu'avait quand même Didier Arafat dans l'univers culturel ivoirien. Pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, même là, voilà. Donc, pour moi, les organisateurs auraient certainement dû penser à cela, parce que je pense qu'il y a eu un manque de communication, parce que forcément, il fallait s'attendre à ce que toute la Chine se rue vers le palais de la culture pour bien sûr rendre hommage à Didier Arafat. Donc, je pense que Taïki s'en remettra. Voilà, bien. Déjà, il s'en est déjà. On parle entre autres du chanteur nigérian Kiss Daniel, qui brise enfin le silence et présente ses excuses aux fans tanzaniens après s'être absenté à son spectacle. C'était le 7 août dernier. Effectivement, le chanteur nigérian Kiss Daniel présente ses excuses à tous ses fans tanzaniens. Voilà, après ne pas s'être présenté à son spectacle prévu le 7 août dernier au Warehouse Old Next Out Arena en Tanzanie, où il était attendu. Rappelons que les organisateurs du dit concert avaient arrêter l'artiste, voilà, le titre. C'est lui qu'on avait traîné dans, dans une pick-up. Effectivement. Dans un pick-up, pardon. Donc. Le célèbre auteur du titre, Bouga, avait été arrêté dans la nuit du 7 août après son absence au 10 spectacle. Eh bien, mardi dernier, lors d'une conférence de presse, Kiss Daniel a expliqué sa version de l'histoire. Il s'est donc excusé auprès des fans du côté de la Tanzanie et a promis un spectacle gratuit vendredi prochain au Street Hop Vibes, c'est en Tanzanie. On regarde la vidéo de la conférence de presse de Kiss Daniel. Let's come up with a way, you know, to make it up to the Tanzanian fans. And then we decided to do a makeup show for free this time. I even agreed to partner with them this time, you know, to make the show go on. So we said, okay, in the morning we put out a statement, we apologize to the fans, we are all tired, let's get some rest. In the morning, daybreak, we put out a statement and address this issue, and everything will be solved. But unfortunately, by morning, the whole issue has already been blown up, out of proportion. The law got involved due to the vandalism. Yeah, vandalism. So the police came by to my hotel, take me in for questioning. It wasn't an arrest, by the way, so they took me in for questioning. Voilà, c'était Kiss Daniel qui présentait ses excuses à ses différents fans, ces différents fans tanzaniens, et il promet un spectacle gratuit vendredi prochain au Street Up Vibe, c'est du côté de la Tanzanie. Que s'est-il passé lors du premier rendez-vous manqué? Ceux qui avaient acheté les billets, bon, la raison est un peu assez banale, bon, peut-être pour nous, mais d'après ce qu'il a dit, il aurait omis de prendre son collier en or pour prester, parce que selon lui, ce collier-là est un porte-bonheur. Donc, le jour du spectacle, il avait oublié du côté du Burundi, voilà, après son spectacle au Burundi, il a donc omis de revenir, de se rendre en Tanzanie. Jamais sans son porte-bonheur. Effectivement. On ne peut pas prester sans son porte-bonheur. Donc c'est l'une des raisons de l'absence de Kiss Daniel à ce spectacle du 7 août dernier. En tout cas, il vous l'a dit dans cette vidéo, un concert gratuit. Vous pouvez vous rendre donc massivement de ce côté pour du Street Up Vibe. Street Up Vibe, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais donc vous y serez forcément, vous qui nous suivez partout d'ailleurs en Afrique. On va sortir avec la découverte culturelle. Les Indiens originaires d'Afrique, communément appelés Sidis. Voilà, tu en as déjà entendu parler? Non, peut-être c'est pourquoi on appelle ça découverte. Et voilà, en Inde, peu connue est l'histoire des Sidis, communauté souvent invisibilisée. Pourtant, dès 6028, d'importants déplacements de population des communautés bantoues en Afrique de l'Est vers l'Inde commencent, et ce
jusqu'aux années 1650, déportés par les Arabes. Ils sont dits Sidi, dont l'étymologie Saïbi signifie l'ami, l'accompagnant. Voilà. La réalité est toutefois légèrement plus cruelle. Et si certains sont commerçants ou marins, la plupart sont réduits en esclaves. Toutefois, la communauté s'illustre de réussites fulgurantes. Voilà. Eh bien, à la fin du XVIIe siècle, lors des conquêtes des cantons européens, l'esclavage militaire faisant loi, la communauté Sidi croît considérablement en Inde. Il s'installe au Gajara, Maharashtra, Goa et Karnataka. Ils se rejoignent dans leur tradition du soufisme, de la cosmologie, des saints africains, de la musique et de la danse. Majoritairement musulmans, certains sont toutefois hindous ou chrétiens. Les communautés Sidi souhaitent transcender les frontières religieuses par des intermariages et s'unir en organisations politiques, sociales, économiques et artistiques, revendiquant et forgeant leur identité. En effet, dans un pays où les rapports sociaux sont régis par l'appartenance aux classes, les violences envers les Africains dénoncent un racisme anti-noir. Avec une communauté de plus de 70 000 personnes en Inde, le peuple entend parler d'une seule voix afin d'obtenir le statut de tribu reportée. Non, de tribus répertoriées. J'y arrive. Depuis 1956, certains villages Sidi ont par exemple accès à des programmes de discrimination positive. Et cela permet une meilleure intégration dans le système universitaire et l'accès prioritaire à des postes au sein du gouvernement régional. Pour un peuple qui est encore majoritairement rural, vivant dans l'agriculture ou perpétuant la classe ouvrière, eh bien, en 1987, l'autorité indienne du sport avait également lancé un programme de formation olympique permettant à certains individus d'intégrer les équipes nationales. Et donc la problématique Sidi pose donc la question plus large de l'Inde multiethnique qui tente de survivre dans un pays où le nationalisme hindou est fort et met en exergue l'ambivalence de lois qui se veulent à la fois inclusives mais qui paradoxalement renforcent l'appartenance au caste. L'Inde en effet, l'Inde en a effet très vite compris que sa force venait de sa diversité et a souhaité dès son indépendance protéger la vitalité de sa mixité séculaire. Il faut rappeler que l'indépendance de l'Inde était hier. Donc hier à l'Inde, ils ont célébré leur indépendance. Et j'ai donc profité pour vous parler de Sidi ce matin. J'espère que les Sidi ont été conviés à la célébration, à la commémoration de la fête de l'indépendance de l'Inde. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, comme à notre habitude, sur ce plateau. Merci d'être passé par ici. C'est la fin de la rubrique culture. Et oui, Nguéné, merci également à toi. Je te souhaite une excellente journée et je serai là demain pour de nouvelles informations culturelles. Demain pour de nouvelles informations culturelles, forcément. Demain également avec un contenu différent. L'occasion pour moi de remercier également le directeur de publication du magazine Horizon Nouveau qui nous a fait l'honneur d'être là ce matin. Merci beaucoup DP d'être passé. Et là je vois, j'ai entre mes mains le dossier de presse d'un événement, bien sûr, que la conférence de presse que vous avez d'ailleurs tenue, c'était à Yaoundé il y a quelques jours de cela. Oui, c'était jeudi dernier. C'était une conférence de presse qui magnifiait qui saluait la délivrance d'un quitus institutionnel du ministère des Relations extérieures à notre organisation, l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en hommage au général Abraham Petrovich Hannibal et son petit-fils, son arrière-petit-fils, le poète Alexandre Pouchkine, tous d'origine côte-à-côte de Legon Birni, c'est dans l'actuelle région de l'extrême nord du Cameroun, mais qui ont écrit en lettres d'or l'histoire de la Russie moderne et dont les mémoires peuvent inspirer la jeunesse aujourd'hui et pourquoi pas toute la société. Ah oui, la conférence de presse d'ailleurs qui a été organisée par l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié. Effectivement. Ah ouais, ça c'est super. Merci à vous d'être passé par ici. Merci également à Okosisi Babaniko qui a réagi en direct bien sûr de la France, tout comme au docteur Freddy Lacmé qui était également des nôtres. Dans le cadre de cette émission matinale, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à vous.